La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Sur le pont, une émission sur les coulisses du fonctionnement de la compagnie Caravelle, l'occasion de mettre en lumière les matelots de la compagnie, l'histoire, la démarche artistique, politique et sociale de celle-ci. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. C'est bon. Guillotine et l'Algérie, le pari improbable. Une émission sur le pont avec la compagnie Caravelle et Antoine Guillot dans leur perspective internationale ou comment aller vers l'autre, voir comment s'exporter. Une vraie gageure en ces temps de guerre, de crise, en ces temps où la culture n'est pas le centre d'intérêt des politiques, même si on tend à nous le faire croire. Une initiative à voir aussi comme un défi lancé au monde, que la compagnie et son directeur cherchent désespérément à sauver. Et pour cela, il n'hésite pas à traverser la Méditerranée, à se tourner vers ses amis algériens pour proposer Guillotine dans sa plus grande universalité. Et peut-être, nous les verrons, pour répondre dans une certaine mesure à ce qui gangrène le monde et chercher à atomiser ces barrières insupportables qui cloisonnent dans un entre-soi ce monde politique, voire ce monde tout court, qui se réveille et balbutie face à une histoire entre ces deux pays, une histoire explosive, latente, peu assumée, qui refait surface, et il faut voir comment. Et Guillotine dans tout ça, me direz-vous. Vous l'aurez compris, on parle de Guillotine et de l'Algérie avec cette question, non pas existentielle, mais nous n'en sommes pas loin. Guillotine et l'Algérie, le pari improbable. Avec nous, et pour en discuter, Antoine Guillot, bien sûr, directeur de la compagnie Caravelle et aux multiples rôles dans ce projet, dans ce spectacle produit par la compagnie Caravelle. Antoine Guillot, donc à la fois auteur, metteur en scène et comédien dans la version française. Bonjour Antoine Guillot. Bonjour Isabelle. Mais aussi, et avec nous, et pour notre plus grande joie et grand plaisir, Mustapha Benfodil, auteur, journaliste algérois. Bonjour Mustapha. Bonjour Isabelle. Et Ahmed Zitouni. Bonjour Ahmed. Bonjour. Comédien, lui aussi algérois. On commence par une petite biographie sur chacun d'entre vous. Ok. Alors, Mustapha, tu es né le 7 novembre 1968, c'est précis, à Rizilan, en Algérie. Donc, tu es auteur, poète, dramaturge, grand reporter, journaliste à El Watan. D'abord destiné à une carrière scientifique, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça. Donc, tu te tournes vers l'écriture en publiant des poèmes dans diverses revues. Et puis, un premier roman, Zarta, durant le service militaire. Oui. Donc ça inspire le service militaire pour écrire un premier roman. C'est en septembre 2000. Et tu poursuis ta carrière avec un second récit en juin 2003 intitulé Les bavardages du sol. C'est ça. Tout à fait. Donc c'est un roman qui remporte le prix du meilleur roman lors du premier festival du roman d'Alger. C'est ça. Donc ensuite, après différentes publications, tu te tournes vers l'univers du théâtre et en tant que dramaturge, j'aime bien utiliser ce mot, même si aujourd'hui il n'a plus tout à fait le même sens qu'à une certaine époque. Donc tu es l'auteur d'une dizaine de pièces de théâtre et parmi 4 pièces majeures, alors depuis il y en a peut-être eu d'autres, Clandestinopolis, et aujourd'hui donc 2 nouvelles œuvres, si je ne me trompe pas, et une activité débordante aussi en tant que journaliste face à cette actualité, on va employer le mot traditionnel, mais c'est le cas, brûlante. Et aujourd'hui, donc, c'est pour parler d'un autre rôle, donc qui est celui de traducteur. On verra si le mot convient, est-ce qu'on emploie le mot traducteur ou un autre terme, du texte Guillotine. Ahmed, voilà, c'est ton tour. Donc, tu es né à Alger. Exactement. En 1992. Tu es comédien de théâtre, de cinéma, mais aussi de télévision. Et tu débutes auprès d'Actarus Ahmed Axas à l'âge de 18 ans et tu te tournes aussi vers plusieurs publicités pour la télévision algérienne. Exactement. Voilà. Donc tu obtiens des rôles principaux et non des moindres dans des séries Switcher en Algérie. Ou c'est Switcher Algérie, je crois. Switchers Algérie. Switchers. Ouais, parce que c'est la version algérienne. Voilà. En 2013, El Kamsa. El Khamsa. En 2014 et Sultan Achour en 2017. Exactement. Bon, au cinéma, donc tu croises le chemin entre autres de Mohamed Chouit
Rafik dans l'Andalou, Damien Ounouri dans Kindil Albar et Aga dans le Ticket, c'est ça ? Et au théâtre, tu travailles avec Adila Bendemirad et Leila Touchi, dans un spectacle qui s'appelle Le premier s'appelle Harraz, Wichal Harraz, et le deuxième c'est Ghriba. Donc des spectacles qui tournent en Algérie et qui vont aussi aller au Festival d'Aurillac. C'est ça, en France, on précise. Et tu es aussi assistant, directeur artistique, spécialisé en post-production à la télévision et au cinéma. Exact. Donc, pluridisciplinaire. Donc, on pourra peut-être en reparler parce que ça peut être utile pour Guillotine. Il a signé aussi un court-métrage qui s'appelle L'Inconnu, très remarqué. Exactement. Voilà, j'ai commencé ma carrière en tant que réel avec un court-métrage. Très bien. Donc, de la rencontre avec Antoine Guillot est née l'envie d'une collaboration que vous concrétisez, je parle de Ahmed et de Antoine, dès le début de l'année 2019 avec une reprise algérienne de Paradis perdu. Exact. En tout cas, la volonté d'une reprise algérienne de Paradis perdu qui a été avortée par l'épisode Covid. Mais c'est vrai que dès la première rencontre en 2017, il y a eu cette envie de collaboration. Donc Guillotine, c'est peut-être une revanche. Exactement ça. Donc je poursuis. Et il y a eu d'autres projets au théâtre, à la télé, au cinéma. Et aujourd'hui, donc tu vas être le comédien qui reprend le rôle de ce personnage seul en scène dans Guillotine. Donc tous les trois, c'est en 2017 que vous vous rencontrez. C'est tout à fait ça. J'ai eu le plaisir de rencontrer Antoine. Justement, il était en résidence dans un lieu d'art qui s'appelle les Ateliers Sauvages. C'était justement déjà à l'époque pour Guillotine. Et j'ai eu le plaisir pour la première fois d'écouter ce superbe texte. Ah, t'étais là ce jour-là ? Moi aussi, j'étais là. Ouais. Moi aussi, j'étais là. Chez Wassila Tamzali. Chez Wassila Tamzali, qu'on salue. Voilà. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Antoine Guillot, aller vers l'Algérie, est-ce que c'est un moyen de faire la paix ? De faire la paix, peut-être, n'en déplaise à notre ministre de l'Intérieur en France, mais en tout cas, c'est une réponse à l'état du monde et à l'état aux liens qu'il y a entre la France et l'Algérie, qui sont des liens, de toute façon, qui sont des pays frères, et ça, c'est indéniable. La question, et d'un côté et de l'autre de la Méditerranée, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce lien de sang qu'il y a entre les deux pays. Et comment on voit les choses du côté algérien ? Ahmed et Mustapha, est-ce que c'est aussi pour vous un moyen de créer un lien qui existe aussi déjà, on n'a pas attendu Antoine Guillot et Guillotine pour faire ces liens culturels, théâtraux, etc. Mais là, pour vous, l'enjeu, c'est quoi dans un premier temps, est-ce que c'est aussi un moyen de faire la paix, si on peut employer cette expression ? Plus que jamais, parce que de tout temps, pour moi, les artistes, les femmes et les hommes de culture ont été de formidables passeurs dans les situations où des États ne se parlaient plus ou étaient en guerre carrément. Et Guillotine, pour moi, c'est le symbole de ce lien perpétuel qui unit nos deux sociétés. Et je croise les doigts pour que ce projet soit porté de l'autre côté, en Algérie, par des théâtres algériens. Ça serait pour moi le symbole d'une belle, entre guillemets, réconciliation. Avant de poursuivre... je pense que Mustapha a tout résumé, mais moi je rajoute que oui, enfin la réconciliation... Pour moi, je la trouve pas comme ça. C'est Guillotine. Je trouve que ce spectacle-là, qui date depuis des années, n'a pas de frontières. On peut pas voir le côté politique de ce projet ou bien le côté ce qui se passe actuellement. On essaye de dépasser ça. Exactement, on essaye de dépasser. Pour moi, je pense que ça va se faire, ce projet-là. Avec les circonstances actuelles ou pas, je pense qu'on pourra le faire parce que c'est un projet humain avant tout. J'espère que c'est une prophétie. Voilà.
Bon. Donc avant de poursuivre, on va peut-être quand même effectuer quelques rappels. Guillotine raconte quoi et comment? Quelle histoire? On sait que c'est un spectacle en 3 parties. Antoine, tu prends le relais. C'est à moi de raconter, ou on peut tester auprès de Mustapha s'il est capable de résumer Guillotine. Non, moi je trouve que effectivement c'est un texte qu'on peut structurer comme ça, effectivement en 3 blocs, parce que ça part d'une violence subie par le personnage central. D'ailleurs, même la notion de personnage, elle est un peu floue. C'est ça aussi que j'aime, du moment que c'est porté aussi par plusieurs corps, plusieurs voix. C'est ça la gageure, c'est que c'est polyphonique, tout en ayant le sentiment que c'est porté par un seul acteur. Mais en fait, ça traverse, en fait, ou du moins ce que ça raconte, c'est comment ce personnage va être transformé par ce qui va le traverser à partir d'un événement traumatique où il va passer par des états à la fois un désir de vengeance. Bon, d'abord lui-même, il est subverti, il est... c'est ce qui nous arrive tous quand on subit une violence de cette ampleur, c'est d'abord de douter de soi, de douter de sa place, de se demander pourquoi cette violence, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, pourquoi maintenant. Et après, on essaie de la retourner vers les autres, c'est-à-dire donc il y a un processus de résilience qui s'opère, et parfois ça passe aussi par un désir naturel de vengeance, mais la beauté de ce texte, c'est que ça va au-delà justement des sentiments primaires qui peuvent s'emparer du personnage, pour aller chercher quelque chose qui est de l'ordre de la réinvention de soi, dans un monde malheureusement, on le voit encore dans l'actualité, qui est dans l'ensauvagement permanent. Et lui, enfin, le tour de force, il y a comme un chemin de crête comme ça que parcourt cette histoire, c'est que il est à la fois dans un désir de vengeance, mais en même temps, il va jusqu'à pardonner jusqu'à aimer, jusqu'à proclamer l'amour, tout en revendiquant le droit de ne pas pardonner. C'est-à-dire, c'est de garder à la tête que ça reste quelque chose d'inacceptable et que on ne peut jamais accepter cela. Et le tour de force pour finir, c'est de proclamer aussi le pouvoir réparateur du théâtre. Voilà. Oui. Le théâtre et le partage de cette histoire. C'est pour ça que aussi ce récit est important, et c'est pour ça qu'il m'a touché. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'il a cet aspect universel? Est-ce qu'on raconte l'histoire avec un grand H en passant par la petite histoire? Antoine Guillot. Oui, ça c'est un processus dans lequel je suis engagé depuis quelques années, puisqu'il y a d'autres de mes écrits qui utilisent ça, de partir effectivement d'une histoire individuelle, comment cette histoire individuelle parle à une humanité qu'on porte chacun dans nous, quelle que soit notre couleur de peau, notre langue, notre religion, etc., et la couleur de notre passeport. Comment cette humanité qui est racontée, dont on fait récit, comment finalement, de facto, ça crée du lien, et ça répond à la première question de faire la paix entre la France et l'Algérie. C'est faire la paix par le récit, par la narration, et narrer que France-Algérie, même combat, en fait, et on est encore une fois frères, qu'on a des choses à se dire, à s'échanger, à se raconter, qu'on a des choses à vivre ensemble. Faisons-le. Alors, Ahmed, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle on produit un texte comme Guillotine à l'étranger, et finalement, qu'est-ce que l'auteur cherche à dire en déplaçant une histoire personnelle vers un ailleurs étranger? J'ai très humblement l'habitude de dire que pour le moment, pour moi, Guillotine, c'est l'œuvre de ma maturité, parce que c'est l'œuvre la plus mature que j'ai en magasin, et dès le début, dès l'origine d'écriture de ce texte, il y avait cette volonté de dépasser les frontières. Et effectivement, Mustapha, tu l'as rappelé, il y a une étape qui s'est écrite à Alger, et il y avait cette volonté de trouver cette universalité. Je peux raconter une petite anecdote justement précisément là-dessus. C'est que ma première lecture, j'étais au début de l'écriture en 2017, parce que l'écriture a duré 7 ans quand même, et au début de ce processus d'écriture, donc je lis en sortie de résidence, je lis publiquement l'état des choses de ce texte Guillotine, et je pensais raconter ma petite histoire justement individuelle de ce qui m'était arrivé, le processus dans lequel de deuil du mois d'avant et d'acceptation
création du moi nouveau dans lequel on m'a plongé de force sans me demander mon avis avec cette agression, cet attentat sur ma personne. Et en fait, le public à qui j'ai lu ça a reçu ça très personnellement en pensant que je racontais les années noires de l'Algérie, les années 90 pendant la guerre civile, et que je parlais de ça pour eux. Alors que j'étais complètement étranger dans tous les sens du terme, à cet événement-là, à ces parcours de vie, ces parcours familiaux, etc., et à l'histoire et l'identité de très marquée du coup du pays par cette période-là. Et c'est là que je crois que j'ai trouvé la porte d'entrée de cette universalisation du récit individuel. Quand on va au plus proche de l'intime, de ce qui se passe quand on traverse un événement comme ça, qu'est-ce qui se passe, quels sont les rouages dans lesquels on est plongé dans un événement comme ça. En fait, si je suis très honnête avec moi-même et au plus profond de mon intimité, c'est là que je trouve l'universalité, parce que ma réponse en tant qu'humain, c'est la réponse de n'importe quel être humain. Mais l'Algérie, c'est une deuxième maison pour toi ? Ça, c'est une question très personnelle, mais dès la première fois où j'ai posé le pied en Algérie, j'avais l'impression de découvrir une maison que j'avais jamais connue, une famille que j'avais jamais connue. J'avais l'impression de découvrir une partie de moi qui m'avait été cachée jusqu'à présent. Et dès la première fois, et je pense qu'à chaque fois que j'y retourne, il y a un peu de ça, j'ai laissé une partie de moi là-bas, et il y a une partie de l'Algérie qui s'est déposée en moi. Et il y a un lien qui est inexplicable, mais avec ce pays qui est oui, je fais partie de ce pays fait partie de moi. Voilà. Donc c'est une histoire non seulement d'amitié, mais une histoire d'amour, de création, de recréation, d'écriture, de réécriture. Oui. On entre dans un système comme celui-là, donc et quand on pense que ce texte s'exporte en Algérie, on peut aussi supposer que c'est parce que c'est un pays francophone, mais quelque part guillotine en Algérie, ça veut dire guillotine en arabe. Donc ça veut dire traduction et une véritable refonte, un engagement des différentes parties que vous êtes impliqués et un rôle très spécifique pour chacun. Mm-hmm. Alors quel est ce rôle ? Je pense que avec cette volonté de travailler avec Ahmed en Algérie, effectivement, assez vite, à la sortie à la première création du spectacle en 2023, fin 2023, s'est imposé l'idée que Ahmed pourrait s'emparer de cette matière-là. Après, il a fallu réfléchir à comment est-ce qu'on traduit en arabe, et s'est imposé tout naturellement le nom de Mustapha. Pourquoi ? Parce que moi, en tant qu'auteur de ce texte-là, quelque part, il y a une sorte de confiance à l'aveugle de donner son texte en traduction d'une langue que je ne connais pas et dans laquelle j'ai absolument aucun repère. Je sais que alors peut-être que tu pourras en parler plus précisément, mais il y a de fait, dans des langues très différentes comme ça, qui n'ont pas les mêmes racines, etc., il y a de fait une réécriture dans cet acte de traduction. Et donc il faut que je sois d'accord avec cette réécriture, sans tout à fait en avoir les moyens de vérification. Donc c'est là où je parle de confiance aveugle. Et depuis la première rencontre avec Mustapha, il y a une sorte de fraternité, quoi, dans nos engagements, dans nos process créatifs, dans nos besoins vitaux de création, etc. Je me sens de la même famille. Je me sens frère de Mustapha quand je peux me sentir frère de Ahmed sur le jeu, etc. Donc oui, je crois qu'il y a cette confiance de donner son texte à un auteur qui va le réécrire, et finalement la version arabe, alors je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais on pourrait dire Guillotine en arabe, c'est un texte d'Antoine Guillot et Mustapha Benfodil. Je vais essayer d'écrire Antoine Guillot en verlan, comme ça va régler de droite à gauche, parce que l'arabe ça s'écrit de droite à gauche. En fait, d'abord je te remercie, Antoine, pour cette marque de confiance, parce que je mesure à la fois la responsabilité qui est pèse sur mes épaules, parce que c'est une aventure, une sacrée aventure, et donc de me faire une place dans ce super projet. Je parle à la fois de ce que raconte Guillotine et aussi de l'idée de le faire jouer en Algérie. Donc c'est un geste qui me touche profondément, et aussi
tu aurais pu en fait solliciter un traducteur professionnel entre guillemets, et c'est un auteur que tu allais chercher, et je trouve ça en dit long aussi sur ta démarche. En fait, c'était peut-être plus, tu recherchais plus peut-être une sensibilité, une manière aussi de voir, de vivre le théâtre, que d'aller chercher juste une migration d'une langue à l'autre, quoi. Moi, je trouve que au-delà de l'aspect proprement linguistique, il y a une vision. Il y a une vision de qu'est-ce que faire théâtre, et qu'est-ce que comment faire voyager ce texte de l'autre côté de la Méditerranée, en faisant en sorte justement que ce lien que représente et que symbolise ce projet soit apporté de la façon la plus fidèle possible, la plus sincère possible. Et moi, c'est ça aussi qui m'a habité tout au long de ce travail, c'est d'abord une très 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 grande émotion, parce qu'il y a aussi... C'est une question, oui, que j'allais poser, c'est comment, quand on est auteur algérien et aussi comédien algérien, comment on reçoit un texte comme Guillotine. Donc là, tu as déjà donné quelques éléments, des outils de réponse. En fait, c'est un cadeau. C'est d'abord oui, absolument. C'est parce que moi, pour moi, c'est d'abord un challenge artistique. C'est d'abord une histoire d'appropriation, parce que c'est vrai qu'on est au service de l'auteur, mais on essaye tout de même de placer un petit peu sa sensibilité, ne serait-ce que dans le regard que l'on porte à la question des langues. D'abord, on écrit dans des mots, nous sommes des professionnels des mots, et les mots ne sont jamais neutres. Donc déjà, rien que par rapport au regard que l'on peut avoir sur la langue, par exemple, moi, mon premier réflexe, c'était de me dire de quel arabe parle-t-on ? Il se trouve que je suis moi-même en ce moment, enfin depuis quelques temps, je travaille sur le bilinguisme dans ma propre démarche. Donc je suis en train d'explorer aussi plusieurs modalités en fait d'écriture en arabe et vers l'arabe. Et donc dans ce vers l'arabe, c'est l'histoire d'un processus qui est toujours en mouvement, donc quelque chose qui est en tension, et c'est cette démarche qui m'a d'emblée parlé. Et quand Antoine m'avait précisé son désir que ce soit joué en algérien, c'est quelque chose qui m'a encore plus parlé, parce que en fait tu m'as permis, Antoine, de questionner ma propre identité, sachant que ce travail, je ne l'ai pas vraiment approfondi. En fait, c'est une forme de mise à distance, parce que moi je suis dans cette culture, et grâce à toi, maintenant j'essaie de sortir un petit peu la tête de ce brouhaha, et de regarder finalement c'est quoi être algérien, c'est quoi ma langue, c'est quoi ma position, ma place dans cette société algérienne, et mon propre rapport à la langue française qui est ma principale langue d'écriture. Donc ce sont autant de questionnements qui ont fait que cette aventure elle est riche à plus d'un titre. Voilà. Et Ahmed, comment on reçoit un texte ? Très honnêtement, ma rencontre avec le texte, moi je l'ai rencontré, le texte la première fois, c'était en 2017, quand Adila et Tarek ont lu, et Antoine aussi ont lu les premières parties, c'était ça ? Oui. Non. Oui, il y avait un autre texte mélangé pour Adila et Tarek, c'était Claudel Rodin. Claudel Rodin, ouais. Voilà, exactement ça. Mais il y avait, la partie écriture de Antoine. Et quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit, j'aimerais bien collaborer avec ce metteur en scène. Et comme ça, Adila nous a présenté... Non, t'as pas dit j'aimerais bien, t'as dit je veux qu'on travaille. Tu m'as obligé. Non, mais c'est Adila aussi. C'est algérien quand même, je te rappelle. Ouais. Honnêtement, j'ai dit ça. Moi, j'allais poser la question si c'était simplement une histoire d'amitié, mais c'est sous la menace alors. Sous la menace. Parce que sauvez-moi. Je lui ai dit, je veux tourner Guillotine. Lui, il était hésitant au début, et après, avec le Covid, ce qui s'est passé, il m'a dit, vas-y, on part sur Guillotine. Ma rencontre avec ce texte, honnêtement, elle me... En fait, il faut dire que c'est un texte bouleversant. Très bouleversant, parce que ça m'a fait rappeler, mon corps, il a une mémoire, et du coup mon corps s'est rappelé de toute la violence que j'ai subie dans mon enfance, parce que moi aussi j'étais tabassé par 80 enfants à la sortie de l'école, et jusqu'à maintenant je ne sais pas pourquoi j'étais tabassé. Et du coup ça m'a un peu rappelé de ça. J'étais tabassé par les enfants du quartier
dans mon enfance. Du coup, mon corps il s'est rappelé tout ça. Et du coup, j'ai hâte de commencer les répétitions et le travail sur ce texte et comment mon corps va recevoir ces mots-là, comment mon corps va traduire cette violence, comment il va se venger. Et je trouve que de ne pas pardonner, c'est aussi être fidèle à son corps aussi et lui dire voilà, je me suis vengé. Je me suis vengé parce que j'ai pas pardonné. Parce que ton corps, peut-être, lui, il n'a pas envie de pardonner ses agresseurs. Donc, moi, je trouve que les mots que Mustapha a employés, cette traduction, c'est pas une traduction littéraire, pour moi, je pense que c'est une traduction émotionnelle. Mustapha, il n'est pas là pour traduire mot à mot. On pourra aller sur Google, avec ChatGPT, on pourra traduire, mais mettre de l'émotion à chaque mot, il faut quelqu'un comme Mustapha Ben Fodé. Merci Ahmed. Je viens de lui dire bois un coup, voilà, c'est moi qui régale ça, pour mettre une touche algérienne. Et la première fois, Antoine, moi je t'ai posé la question, je t'ai dit est-ce que ce texte je le joue en français ou bien en arabe, et tu m'as dit non, on le joue en algérien. Ah, j'ai dit oui, ça c'est beau. Et comment on va interpréter ça c'est waouh. Alors, avant d'entrer un petit peu plus en détail sur cette traduction, et tu as employé l'expression tout à l'heure du français vers l'arabe, ça me plaît beaucoup, ça. Je trouve que c'est très joli. Il y a quelque chose qui dit beaucoup et qui est complètement différent d'une traduction en arabe. Je vais quand même poser une question, c'est comment on s'attelle à cette tâche de traduction? Alors ne parlez pas tout de suite de la traduction et de tout ce qu'on va dire, on a plein de choses à dire, donc ne vous révélez pas tout. Mais comment on s'attelle à cette tâche, par exemple, quand Antoine demande à Mustapha, j'ai guillotine, traduction. Ahmed, j'ai guillotine, mais là, déjà, on a quelques éléments aussi. Il y a la mémoire du corps et une expérience apparemment similaire qui permet, on verra si c'est un moyen aussi d'évacuer personnellement des choses, et lesquelles, je ne sais pas si... Donc, du coup, on comprend le désir de jouer. Donc, comment on s'attelle à cette tâche? Comment on s'y prend? En fait, c'est exactement comme quand je me lance dans l'écriture d'un de mes textes à moi. Ce qui se passe, c'est que c'est autosuggestif. Dès lors que vous mettez en tête que vous allez écrire quelque chose, c'est tous vos sens qui sont tendus vers cette chose. C'est-à-dire, il y a comme ça une espèce de prisme qui s'installe très très naturellement. Là, je suis en train d'écrire un petit peu le processus mental qui se met en place. En fait, je me suis mis, à partir du moment où j'ai reçu cette consigne, c'est comme si, en fait, il y avait une espèce de réflexe pavlovien. Mon cerveau, il s'est ouvert à cette proposition. Et je me suis mis à entendre différemment l'arabe qui est autour de moi. Ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire bien avant que je rentre dans le détail du détail, c'est-à-dire dans la traduction proprement dite. Mais autour de moi, j'entendais les gens comment ils parlent dans le bus, comment ils parlent au marché, comment ils parlent à la télé, les différents Algériens qui m'entourent. Après, je commence à me dire, est-ce que je suis capable de parler à Nabi, c'est-à-dire l'Est de l'Algérie? Est-ce que je parle oranais, parle le Sud, machin? J'écoute les séries télé, les films algériens. Je vois les précédentes expériences d'écriture en arabe dans le théâtre algérien pour voir quel est le théâtre qui m'a le plus touché, quelle est la langue que j'ai rebutée. Donc c'est tout ça qui se met en branle. Et vous avez petit à petit un corps de mots qui se crée. Et c'est avec ça qu'ensuite je me mets à l'écriture. Ahmed, en tant que comédien, comment s'attelle à la tâche comment on prépare le rôle de guillotine? Tu m'en as dit quelques mots hier. Oui. À défaut d'un summer body, tu te prépares un guillotine body quand même. Oui. Comment on prépare comment on se prépare à ce rôle? Parce qu'on sait qu'il est physique. Voilà, et qu'il y a trois parties qui sont complètement différentes les unes des autres. Donc une première qui va mettre le personnage face aux incohérences administratives. Une deuxième partie dans laquelle le corps se met un peu plus en mouvement et où il va y avoir effectivement toute cette... on peut appeler ça une litanie? Non, c'est peut-être... non, parce que c'est pour le coup... pour rebondir sur ce que disait Mustapha, cette deuxième partie, donc c'est
la parole qui est centrale, et elle n'est pas intellectuelle pour le coup, c'est le corps qui donne forme à des mots. Et c'est l'adresse aussi aux agresseurs inconnus dans une première partie dont on ne parle pas, et la troisième partie qui est très physique, puisqu'il s'agit d'une transe, où le personnage se trouve face à lui-même, face à un mur de lumière. Donc on verra si ce mur de lumière va être exporté en Algérie, et comment. Ça sera aussi un des objets de questions. Donc comment on se prépare à tout ça, parce qu'on sait que c'est physique. La préparation, je pense que elle a commencé il y a quelques années. Même là maintenant, je suis en pleine préparation. Je suis avec vous, je suis en préparation. Tout ça, c'est une préparation mentale. De voir d'ailleurs les deux, enfin la pièce hier écrite par Mustapha et mise en scène par Antoine, ça c'est déjà une préparation. De voir des élèves jouer un tel texte et une telle mise en scène, pour moi, c'est déjà une préparation mentale. De ma part aussi, de préparer mon corps et de le faire souffrir avec du sport et tout ça, pour quand il sera en préparation, donc il est déjà préparé à recevoir des exercices intenses et tout ça. Et aussi pour le texte, comment mon corps il va accueillir ces mots. Je pense que de un, je te cache pas, j'ai un peu peur pour l'interprétation, mais ma peur, c'est ça qui va me... Mais est-ce que c'est la même peur que pour un autre rôle ? Non, c'est la même chose. Voilà. Moi, chaque projet que je commence, pour moi, c'est la toute première fois que je le fais, ou bien c'est ma première fois. Donc, cette peur-là, je l'aime beaucoup, parce que c'est ça qui va me donner encore de l'énergie, qui va me pousser vers l'avant, et d'interpréter un tel texte avec une telle puissance, parce que le texte d'Antoine, que ce soit en français ou bien la traduction émotionnelle de Mustapha et tout ça, il y a une certaine puissance et une certaine force que je trouve que j'ai une énorme responsabilité de traduire ça sur scène. Donc il faut pas que je fasse un tabou entre moi et, en fait non, il faut que je le mange, ce texte. Ouh. Ouais, il faut que je le mange. Quelle sauce ? La sauce algérienne ? Non, sauce samouraï. Sauce piquante. On ne peut pas s'empêcher de mettre l'Algérie partout. Déjà, c'est guillotiner l'Algérie. Ouais. Il faut penser au drapeau. Le drapeau algérien dans la salle. En fait, c'est le processus de travail que Antoine est en train de mettre dès maintenant. Je pense qu'il est très très intéressant pour l'acteur, pour que je me familiarise avec le texte, je me familiarise avec la manière de travailler avec Antoine. D'ailleurs, on n'a pas encore commencé vraiment à travailler, mais pour moi c'est déjà un process de travail. La participation à la traduction, parce qu'il me semble que tu participes d'une certaine façon. J'ai pas encore commencé à la participation, mais ça va être ça. Alors, je voulais vraiment laisser Antoine et Mustapha. Mais c'est le cobaye idéal, quoi. Voilà. C'est sur lui que je vais tester. Quand même il est dans le processus de traduction à certaines étapes pour justement comment ton corps s'approprie cette langue que Mustapha te reconstruit. Exactement ça. Donc merci Mustapha de nous avoir dit que Ahmed était un cobaye, parce que je voulais demander à Antoine pourquoi Ahmed et pourquoi Mustapha. Alors c'est parce que c'est un bon cobaye. C'est sûr que et Mustapha, c'est pas un cobaye, c'est un bon traducteur. Mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense que ça, de l'amitié. Oui, mais ça s'est imposé dans. Enfin, je veux dire, je sais pas si c'est dissociable en fait, parce que cette fraternité ou cette reconnaissance les uns dans les autres qu'on peut avoir tous les trois, en fait, c'est central dans ce choix. C'est parce qu'il y a cette reconnaissance, parce que quelque part on est chacun à la fois ce qu'on pourra, comment Mustapha est une part de moi que je pourrais jamais être, et ou alors une part de moi que j'aspire à être, et inversement, et ça marche dans tous les sens dans ce trio. Donc cette complémentarité, ce dialogue qui a entre nous, ce correspondance, etc., est central dans le choix de cette collaboration. Donc c'est pas que de l'amitié, en fait, c'est plus que ça. Mais puisqu'il faut une confiance aveugle, puisqu'il faut de la digestion de tous les côtés, il faut se manger tous les trois, il faut se digérer tous les trois, il faut ressortir quelque chose de ce processus tous les trois. Oui, il faut ce lien-là, et il faut cette correspondance, cette évidence-là, et cet écho qu'on peut avoir dans nos travaux, dans nos processus créatifs, quoi. Si tu parles, Isabelle, j'aimerais juste dire quelque chose
qui me tient à cœur, avant que je l'oublie, c'est que je te remercie encore une fois, Antoine, pour la confiance, mais je te remercie pour Ahmed, parce que il se trouve que j'aime beaucoup Ahmed et la personne et l'artiste. Pour moi, c'est l'un des artistes les plus prodigieux, pas seulement en Algérie, mais je veux dire dans la scène artistique de manière absolue. Parce que je me demande, je te l'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce que tu ne sais pas faire. C'est vraiment un artiste complet, un artiste total. Et de travailler avec Ahmed, je le dis avec énormément de sincérité, c'est pour moi une consécration. Je dis, mon cheminement, si je dois le résumer, ce serait de ma naissance à Rilisane à ce moment avec Ahmed. Voilà, c'est très beau. C'est ça. Franchement, je suis honoré. Mais c'est un bonheur. Et la deuxième chose que j'aimerais dire aussi, c'est que la traduction, je l'ai vécu comme un moment de bonheur intense. Et j'ai pris vraiment. D'ailleurs, Antoine, je te fais une confidence. Quand je suis arrivé à la fin, j'étais triste parce que le texte, non seulement le texte est très très beau, très très puissant, et donc je prenais beaucoup de plaisir, mais aussi à quel moment c'est arrivé cette collaboration. Je dois souligner que c'est arrivé après avoir passé l'an dernier, être venu ici à Aix-les-Bains et avoir vécu cette expérience intense autour de Clandestinopolis avec Isabelle et toi. Donc c'est grâce à moi. Oui, absolument, parce que j'ai trouvé tellement d'amour, tellement d'affection, sachant, je vais vous le dire très honnêtement, mon écriture divise. Mon univers divise. Je suis un écrivain très très clivant, parce que je prends des libertés que les éditeurs, le monde du spectacle, même le monde de la poésie, ils ont du mal. Ils ont du mal parce qu'ils me disent tu es trop déstabilisant, tu nous emmènes vers des types d'écriture, tu transgresses les codes. Voilà. Dans le roman, je transgresse les codes du roman, dans la poésie, je transgresse les codes de la poésie, dans le théâtre aussi. Et vous m'avez fait confiance et vous m'avez accueilli. Et en plus, là, ce qui vraiment pour moi, l'épreuve absolue, ce sont les élèves qui ont porté l'an dernier. Toi, tu as vu hier Ahmed de Mon Liblo Itera, mais l'an dernier, c'était Clandestinopolis. Aussi, c'était pas un texte facile, avec un foisonnement de personnages, avec des situations où peut-être que, je ne sais pas si, même si on entend parler de la montée d'extrême droite, mais pour les élèves, je ne sais pas à leur échelle comment ils ont vécu tout ça. Et là, ce qu'on a vu l'an dernier, ce qu'on m'avait offert, j'en ai pleuré des nuits et des nuits. Et donc, c'est ce trop-plein d'affection qui s'est après transformé en écriture. Parce que moi, j'ai besoin... Vous savez, dans le foot, on dit ça. Dans le foot, on dit un tel joueur, il a besoin de la confiance de son entraîneur pour donner le meilleur de lui-même. C'est un peu comme ça aussi les auteurs, les artistes de manière générale. Ils ont besoin de ressentir qu'on leur fait confiance. Et vous me l'avez... C'est à ce moment-là, je me suis dit... vraiment, j'ai vu en Antoine un alter ego. Voilà. Vraiment un frère d'art. Un frère tout court, bien sûr, un frère des aides. Un frère d'art et un frère d'armes. Ouais. Donc on va revenir à merci pour tous ces propos qui sont très beaux et qui effectivement permettent de comprendre aussi la force du texte et de l'intérêt qu'on lui porte. Parce que c'est pas juste une commande, c'est ça ce que je veux dire. C'est pas juste. On peut avoir ce type de rapport. Moi, je n'ai aucun problème. Je suis un professionnel. Il y a des gens que je connais pas du tout qui m'ont passé commande de texte. Et, par exemple, pour jeune public, et je l'ai fait avec beaucoup de bonheur, sans qu'on se soit jamais rencontrés. Et la rencontre artistique, elle a eu lieu quand même. Mais disons que je suis encore plus heureux et plus à l'aise quand aussi, à côté de ça, il y a l'humain. Parce que pour moi, l'humain aussi, c'est important. On revient à Guillotine et à sa traduction vers l'arabe, donc par Mustapha. C'est quand même un défi où il s'agit d'aller bien au-delà. C'est quand même un défi où il s'agit d'aller bien au-delà des mots, bien au-delà du littéral, d'aller vers du sens. On est d'accord que c'est ça. Et dans une certaine mesure, vers la création d'une nouvelle langue. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, une nouvelle langue ? Est-ce que l'arabe à lui seul ne suffit pas ? En fait, Isabelle, pour juste te situer un peu de ce que représente le challenge, tu as beaucoup de textes de théâtre aujourd'hui qui se résument à ceci. Didascalie qui fait une ligne, voire peut-être juste une indication de lieu, décor, et des dialogues. En général, c'est comme ça. Et les dialogues, en général, c'est des dialogues qui ne nécessitent pas un gros travail sur la langue, parce qu'en général, ce sont... j'appellerais ça une langue naturaliste, une langue du quotidien.
Et ça m'aurait rendu l'exercice infiniment facile si on était dans ce type de théâtre que je respecte énormément, qui est parfois aussi proche de la langue qu'on peut aussi voir dans les séries télé, même dans le cinéma. C'est-à-dire vous avez vraiment des dialogues dans une langue que j'appellerais fonctionnelle, où il y a pas, c'est pas une langue poétique. Et en général, dans la langue fonctionnelle, il suffit presque de remplacer terme à terme et la traduction se fait toute seule. Et à ce moment-là, j'aurais pas éprouvé beaucoup de difficultés. Le problème avec Antoine, c'est que c'est un très grand poète. En plus d'être un très grand metteur en scène, un très grand dramaturge. Antoine ne tombe pas ta chaise. C'est du théâtre. Ce qu'il fait, les dispositifs qu'il crée, ce sont de vrais dispositifs de théâtre, mais la langue, elle est habitée. Et c'est aussi un motif de connivence entre nous, c'est que nous avons ce même rapport à la langue qui est dans une forme d'épaisseur. Donc c'est ça le défi que tu m'as posé, Antoine, c'est que ta langue, elle est tellement... Tu dis waouh, comment tu vas te démerder avec ça? Et donc il fallait trouver, parce que on a parlé un petit peu tout à l'heure en off de cette difficulté à cerner la langue quand on parle de la langue arabe. Et je vous ai dit que la banque de mots dans la langue vernaculaire, elle est limitée. Elle est limitée parce que la langue d'Antoine est riche. Ça ne veut pas dire que la langue arabe n'est pas riche, mais si on se limite juste à cette consigne, c'est-à-dire dialectale, tous les dialectes, ce sont des dialectes en fait, qui sont beaucoup plus liés à des situations du quotidien. Vous avez trouvé énormément de mots pour le quotidien, mais aussi vous allez trouver un déficit de mots pour des choses de notre champ d'expression. Et donc, il fallait que je compense en puisant dans la langue littéraire qui, elle a connu certaines évolutions, même une très, très grande évolution, pour épouser le champ scientifique, le champ des sciences sociales, le champ de la philosophie et de tous les autres. Donc, ça m'amène naturellement à puiser dans ce vivier-là. Et tout ça, pourquoi ? Parce que la langue, encore une fois, d'Antoine, elle est extrêmement riche, elle est extrêmement puissante, elle est bouleversante, elle est lyrique par endroits. Donc, en fait, il surfe comme ça entre 2 ou 3 registres. Et c'est pour ça qu'il fallait que je trouve cette langue. Et par ailleurs, il faut savoir que dans cette réflexion, elle a été engagée depuis pratiquement l'indépendance de l'Algérie. Donc, quel arabe on va parler au théâtre? Et ils ont... donc, on a des théoriciens du théâtre, par exemple Abdelkader Alloula, par exemple Simam Ben Issa, par exemple Azim Djoubi, Abdelrahman Kaki, Bostarzi. Enfin, il y a eu toute une... Katb Yassine qui s'est mis à la langue populaire. Et ils ont engagé cette réflexion dans quelle langue on va parler au public. Et ils ont trouvé cette histoire de 3e langue, c'est-à-dire c'est une langue qui n'est pas tout à fait une langue naturaliste, mais qui est en fait très très proche de la langue parlée de tous les jours, avec un apport de la langue qu'on appelle Fosha, c'est-à-dire littéraire. Est-ce qu'on... alors j'aurais une question après pour toi, Ahmed, tu vas y réfléchir pendant que Mustapha dira autre chose, parce que du coup, on parle d'une traduction vers l'arabe, mais est-ce qu'on va parler aussi d'un jeu vers l'arabe, est-ce que ça va amener aussi quelque chose de différent, d'autre chose? Donc, parce que Mustapha, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un extrait, quelque chose de concret par rapport à ce que tu viens d'expliquer? Ouais. Par exemple, si on prend juste le titre de la pièce, Guillotine, d'emblée, il s'est posé à moi un souci par rapport à 2 choix. J'avais 2 options. Si on utilise le mot usité en arabe populaire algérien, pour le coup, là, c'est le mot qui est usité dans toutes les régions d'Algérie, on dit finga, F-I-N-G-A. D'ailleurs, j'ai même failli l'appeler comme ça. Parce que au départ, j'étais vraiment dans l'idée d'être le plus proche possible de la langue populaire. Après, j'ai pensé à Mirsala. Mirsala, donc c'est la langue littéraire, qui est comprise au Liban, en Syrie, en Tunisie, au Maroc, partout. On dit Mirsala. Mirsala, donc c'est compris par tous les locuteurs arabophones. Et vous avez comme ça des situations où vous êtes confronté à ça. Vous avez un autre cas de figure, vous avez la graphie. Au niveau de la graphie, c'est de la graphie proche de l'arabe littéraire, ou carrément pris dans l'arabe littéraire. Par exemple, hikaya. Et hikaya, ça veut dire récit ou bien histoire.
Et quand on va, nous, le prononcer en algérien, on ne va pas dire hikaya, on va dire hkaya. Hkaya, là, je la prononce en algérien. Vous savez, donc là, pour le coup, vous avez résolu ce présumé conflit, juste par l'accent, par la prononciation. On peut lire un extrait ? Alors, c'est M. Ahmed Zitouni qui va... moi, je rebondis juste sur un truc, c'est que on parle de la langue. On parle de la langue, c'est que on crée une nouvelle langue. Moi, je veux dire, comment ma langue va interpréter cette langue. C'est que comment... parce que moi, j'ai l'habitude de parler algérien, le langage algérien. J'ai l'habitude de parler le langage littéraire. Mais cette nouvelle façon de mixer les deux. Mixer les deux. Et parler avec un nouveau langage théâtral qui a été d'abord imposé par Guillotine, la version française, vers l'arabe, je pense que ma langue et mon corps vont former un seul corps. Je pense que ça va être vraiment ça. C'est ça la troisième langue. Je pense que c'est le corps qui va être la langue pour Guillotine vers l'arabe. Je pense pas que ça va être une nouvelle langue, ça va pas être un truc nouveau pour les gens, non, ils vont comprendre chaque mot et tout ça. Ça va pas être une schizophrénie linguistique. Non, mais ça va être... moi, je pense que la troisième langue, c'est vraiment l'harmonie, c'est ça la troisième langue. Oui, c'est une synthèse entre les deux. Exactement ça, mais pour créer une nouvelle langue, non, on n'est pas en train de créer une nouvelle langue, au contraire, c'est la langue du Coran, c'est la langue de notre quotidien, mais comment créer cette nouvelle langue pour ce magnifique texte qui est en français, c'est la langue du Molière, vers la langue de l'arabe, comment mixer tout ça et donner une troisième langue, le troisième corps, c'est un seul corps. C'est ça pour moi la langue. Je l'interprète de telle manière. Pour moi, je n'ai pas en train de créer quelque chose de nouveau, mais en train de créer quelque chose de très profond dans le sens. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Mustapha, ou pas. Ahmed, j'aimerais juste ajouter un tout petit détail. Un exemple vivant, c'est juste pour vous expliquer les enjeux qu'il y a derrière la production. Par exemple, si je m'en tiens à l'arabo-algérois, nous, pour dire « je vais bien », par exemple, on dit « on est un tic ». Si je mets un tic, il n'y a que l'Algérien qui va comprendre. Parce que dans les autres régions d'Algérie, ils ne disent pas on est antique. Ça, c'est vraiment algérois d'Alger. Oui, mais à Oran ou à Constantine, ils le savent, ça, que c'est algérois. Non, ils le savent, oui. Donc ils comprennent quand même. Mais mon souci, justement, je vais te répondre à Antoine. Mon souci, c'est de me dire, est-ce qu'en Tunisie, on va le comprendre ? Est-ce qu'en Égypte, ils vont le comprendre ? Est-ce qu'au Liban, ils vont le comprendre ? Je suis obligé de tenir compte de ça, juste parce que j'ai un autre choix. Si je n'avais pas le choix, je l'assume et je me dis, le Libanais ou le Syrien ou l'Irakien, ils n'ont qu'à s'y adapter. Mais il se trouve que j'ai un choix. Je dis, Rani Mleh. Même en Liban, ils disent tout le monde dit, il y a une variante de Mleh. Mleh, ça veut dire bien. Donc Rani Mleh, c'est vraiment algérien, c'est dans toutes les régions d'Algérie on dit Rani Mleh, et j'enlève Rani Antique, parce que si maintenant j'ai vraiment envie de faire presque une caricature de l'arabe algérois, oui, je peux aligner comme ça, il y a même des postures, Ahmed le connaît très bien, il y a même dans les gestuels, il y a des gestuels algéroises qui sont un peu machistes comme ça, et il y a même déjà des stéréotypes qui servent dans les films pour camper l'algérois, vous avez des archétypes. On peut faire ça. Donc là, par exemple, c'est comme ça aussi que j'ai été guidé dans les choix de lexical. Quand on avait préparé l'émission et tu avais dit la traduction est assez ardue dans la mesure où il s'agit de chercher une langue tierce entre l'arabe dialectal algérien et l'arabe canonique proche de l'oriental. C'est un équilibre et une musicalité qu'il faut chercher pour chaque mot, chaque fragment. Donc c'est aussi dire la poésie du texte et l'arabe se prête bien à cette musicalité. Complètement, parce que d'abord c'est une langue où il y a du rythme, où il y a des images, elle est très riche métaphoriquement, et c'est ça justement l'idée, c'était de garder cette puissance métaphorique ou métaphorisante, parce que c'est ce que j'ai ressenti en lisant Antoine, c'était d'abord un texte relevé, et il ne fallait pas perdre cette intensité-là. Est-ce qu'on peut parler d'une violence lyrique ? Complètement, ouais, c'est exactement ça.
Donc on pourrait peut-être avoir un exemple de... Ok, on commence par la version française. Par le français, et quel extrait on lit On situe le passage. Tu situes le passage. Donc c'est l'ouverture c'est la première didascalie du premier tableau, donc en français. Donc tu commences à lire ta partie. Je lis la didascalie et en français, puis tu lis en arabe après. Ça va ? Allez-y. C'est parfait. Allez. Premier tableau, le récit. Le public entre. L'acteur est sur le devant de la scène, si possible, pas sur la scène elle-même. Il est dans la salle avec le public. L'acteur s'adresse au public, adresse simple et improvisée, dans l'ici et maintenant. Il raconte l'histoire de son agression. Cette partie ouvre la représentation sur un mode performatif, un témoignage, une écriture du réel. Il parle en alternance à la première et à la deuxième personne du singulier. Il n'y a pas encore de lumière sur scène, rien n'a bougé depuis l'entrée du public dans la salle. La frontière entre la fiction et la réalité est brouillée. Quand la fiction commence-t-elle réellement ? Quand est-ce que la représentation débute ? La lumière de la salle ne donne pas de signe. L'acteur est enjoué, excité à l'idée de raconter son histoire. Ce qu'il a à relater est vraiment extraordinaire. Il y a pour lui une urgence à révéler ce qu'il va dire. المشهد الأول الحكاية. يدخل الجمهور. الممثل في مقدمة الخشبة. يدقدر. ماشي فوق الخشبة في ذاتها. راه في القاعة وسط الجمهور. الممثل يخاطب الجمهور. خطاب بسيط ومرتجل. من هنايا والآن. رايح يحكي حكاية قصة الاعتداء اللي تعرض له. وفي هذا الجزء يفتح العرض بأسلوب قريب من البرفورمانس أو الأداء أو الفنون الإدائية. يقدم شهادة، كتابة عن الواقع. يتحدث مرة بضمير المتكلم، مرة بضمير المخاطب، المفرد. مازال ما كاش أضواء على الركح. حاجة ما تحركت من اللي دخل الجمهور للقاعة تاع المسرح. امتزج الخيال بالواقع. وقتاش يبدا الخيال تاع الصح؟ وقتاش رايحة تبدا المسرحية؟ الإضاءة في القاعة مازال ما عطت حتى إشارة. الممثل رايح، الممثل راه مارح ومتحمس بزاف باش يحكي حكايته. الشيء اللي رايح يحكيه حاجة خارقة للعادة. راه يشعر بضرورة ملحة باش يكشف سره. Je trouve que tu as un super accent en arabe, hein. Bzartekroya. C'est magnifique. Donc on a bien compris les liens qui vous unissaient tous les trois. Et il y a une question que je me suis posée, c'est Mustapha, est-ce que le fait de savoir que c'est Ahmed qui va interpréter le rôle de ce jeu, est-ce que c'est un élément qui, dans une certaine mesure, peut influencer la traduction ? Alors, il y a eu 2 moments dans mon cheminement de traduction. Le premier, c'était, je m'adressais, je ne me représentais pas la figure de l'acteur qui allait porter le texte, donc j'ai essayé plutôt de me mettre dans la position de me dire, est-ce que comment faire vivre ça en algérien, et j'essaie même parfois d'écouter des chansons tunisiennes, en marocain, en égyptien, et je m'imagine les mêmes mots, vraiment la même graphie, de me dire comment ça sonnerait en égyptien, comment ça sonnerait. C'est ça un peu les jeux que je me faisais, mais quand j'ai eu cette information clé, j'ai été définitivement rassuré parce que je connais les capacités d'Ahmed, et je l'ai même écouté plusieurs fois, donner aussi des interviews en arabe, ou bien sûr jouer, je l'ai vu jouer plusieurs fois dans des films ou dans des séries. Et je sais qu'il a un arabe, enfin il a une parfaite maîtrise de la langue, et surtout il a la capacité, comme il vient d'ailleurs de le montrer avec Maestria, d'aller dans les nuances. Parce que c'est pas tout le monde qui est capable là. Lui il va comprendre ce que je veux dire, bidon et shekl, c'est-à-dire j'ai pas précisé les voyelles réellement, parce que si je vais aller dans l'écriture en langue arabe, canonique, il faut que je fasse. C'est un type de signalisation qui est assez ardu. Ce serait une sorte de signalisation des accents toniques. C'est ça, exactement. Voilà, pour les accents, pour les intonations. Ça change. Parfois, un seul mot, il pourra avoir plusieurs. Exactement, on peut le lire différemment. C'est un vrai travail d'orfèvre. Oui, voilà, c'est un travail de haute précision. Haute précision, c'est vrai. Mais je me suis dit, moi, je vais d'abord voir Ahmed, est-ce qu'il arrive à lire comme ça le texte, et là, il vient de me donner la démonstration
démonstration, c'est exactement ce que je me mettais en tête, c'est qu'il a la capacité vraiment de lire l'arabe avec une très très grande aisance. Et donc c'est quelque chose qui me conforte dans l'idée, dans certains choix. Alors que je suis pas parti très loin, j'étais très simple dans le récit. J'ai pas vraiment donné l'arabe comme tu le dis. Oui, non mais c'est très bien, moi j'ai aimé justement cette lecture. Et aussi parce que moi, dès le départ, j'avais cette idée que c'est en fait la façon dont il va le faire entendre qui va faire ressortir l'algérianité. Et c'est ce qu'on vient d'entendre. Et je me dis d'ailleurs, s'il y avait un autre acteur, par exemple marocain ou tunisien ou libanais, les mêmes mots, vous allez les entendre en libanais, en marocain, en tunisien. Et Ahmed, donc tu vas participer à la traduction. Donc on sait qu'il y a déjà une première mouture de traduction qui va être retravaillée. Donc dans la deuxième, apparemment, tu vas participer. C'est ça. C'est-à-dire que lui, les retours d'Ahmed, ils seront importants. Voilà. Parce que lui, déjà, comme il maîtrise l'arabe, il va me faire des retours, il va me faire peut-être des propositions, il va me dire ceci, par exemple, au lieu de mettre imtazaja, il faut dire voilà. Non, d'ailleurs, il peut même le faire tout seul. Voilà. Et il peut même le faire tout seul, genre dans ses répétitions, il prend un stylo, il marque, après on prend... Ça va être plus comment moi je reçois ce texte. Parce que ça va venir beaucoup avec les répétitions. Mais on le fait d'ailleurs, on le fait dans le cinéma, on le fait dans la télévision, on le fait avec nos textes. Parfois il y a des metteurs en scène qui nous demandent vraiment de changer certains mots, de ne pas vraiment respecter parce que c'est pas un Coran, c'est un texte, donc voilà. ça peut changer. Et... Donc on pense plus à l'acteur qu'au traducteur. Exactement ça. On commence plus à l'acteur et comment lui il va interpréter ce texte, comment sa langue elle va le dire d'une manière très simple et très fluide parce que il y a des muscles et qu'il faut vraiment ne pas les brusquer, tu vois. Oui, il y a des histoires de diction aussi. Exactement, il y a une histoire de diction. Même toi, je sais pas, si je te demande à me dire un truc un mot en arabe, tu vas avoir des difficultés pour le dire. Même moi, en arabe, si tu me demandes de dire un mot en arabe, parfois je peux pas le dire. Mais si je change juste le mot, mais le sens il reste. Ça va être plus facile pour moi. Par exemple, Antoine, tu peux dire hikaya avec le ha. Hikaya. Voilà. Vous moquez de moi là, c'est ça. Voilà, qissa, hikaya, c'est voilà, c'est parce que qissa aussi il y a un problème parce que ça, en fait, ça c'est comme ça va, tu vas bien. Voilà. Et c'est pas comment on dit cerise, tu vois. Donc là aussi au niveau. Oui, puis c'est des tonalités que nous, depuis le français, on n'entend même pas forcément. Enfin, en tout cas, notre oreille. C'est comme le ha, c'est encore pire le ha. Oui. Alors celui-là. Il est encore avec le 3, oui, voilà. C'est ça un peu effectivement, donc la diction va être aussi déterminante. Oui. Et ça participe au processus d'appropriation et de digestion dont tu parlais tout à l'heure, mais c'est pour ça que cette internationalisation du texte, de la création, etc., enfin tout se relie, mais en fait avec cette démarche du théâtre incontrôlé dont on a pu parler dans d'autres émissions, mais il y a comment est-ce que l'acteur trouve sa liberté et casse les carcans imposés par le metteur en scène, par l'auteur, etc., pour se créer sa propre liberté, enfin son propre cadre à exploser aussi pour trouver sa liberté. Mais ce processus, que ce soit un acteur français qui travaille sur un texte français d'origine française, d'appropriation et d'aller, comment est-ce que le texte devient mien, comment cette matière venue de l'extérieur devient mienne et que je me l'approprie, en fait c'est justement ce que toi tu as à faire avec cette langue, avec cette traduction. Donc moi je suis plus que à la limite garant du sens premier de la chose, mais qui peut même être un peu dévié de temps en temps. Mais sinon là c'est un travail de toi avec toi-même. Nous on est juste là pour t'accompagner là-dedans. Mais Antoine, si tu permets, j'ai une question. En espagnol, est-ce que vous avez fait Castillon ou catalan? Real Madrid ou FC Barcelone? Comment vous avez traduit? C'est vrai que c'est intéressant comme question. Parce que c'est le même problème. En Espagne aussi, il y a plusieurs Espagnols. Et donc toi, c'était une consigne de ta part, une consigne? Oui, c'était Castillon parce que avec la volonté que ça puisse être entendu en Espagne et en Amérique du Sud. D'accord. Donc pareil, il y a un peu la création d'une troisième langue. Alors ça se traduit pas tout à fait de la même manière dans cette situation, mais une langue qui dépasse les frontières des pays, parce que toute cette démarche-là, en fait, il y a quelque chose d'anarchiste complètement derrière, en disant les frontières des pays ne sont que de factices choses qu'on s'impose, qui nous sont imposées par des passeports.
transport, mais ça n'a pas de sens. La vraie frontière, si frontière il doit y avoir, c'est une frontière culturelle, mais du coup une frontière qui est liée à de l'histoire, qui est liée à de la religion, qui est liée à des langues. Donc finalement, il n'y a pas de frontière à avoir entre l'Amérique du Sud et l'Espagne, entre la France et la Suisse, voilà. Et après, ce sont ces cultures, ces histoires, ces religions qui ont à dialoguer ensemble. Enfin, toute cette démarche de travail, de collaboration avec l'Algérie notamment, rentre dans une sorte d'idéologie ou de philosophie de vie et du monde comme ça. Et pour la Thaïlande, quel choix a été à Taïwan, donc c'est le mandarin. Il y a une pointe de taïwanais, même si le taïwanais en fait aujourd'hui il est plus tellement. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui le comprennent plus, mais il vit pour le coup à Taïwan, c'est le mandarin. Ouais. Donc on va revenir à Guillotine et en arabe. Donc on a parlé d'une violence lyrique et il y a de la violence. Il y a un vocabulaire qui est quand même assez particulier, qui peut choquer. Est-ce que la traduction c'est aussi un compromis ? C'est un compromis parce que ça, pour moi, c'est aussi une forme d'intelligence. En plus, connaissant Antoine, en fait, aussi la beauté de son geste et de son théâtre, c'est que tout en disant les choses, parce que c'est un texte, justement, tu le dis à juste titre, c'est un texte violent, c'est un texte qui va, il y a des passages interdits aux moins de 18 ans, interdits moins de 15 ans, interdits aux gamins. Oui, mais une violence sauvée par le lyrisme. Voilà, moi-même, je suis là-dedans, parce que moi-même, on me dit, oui, tes textes sont violents, mais en même temps, il y a une tendresse. Bah oui. C'est un peu dans cette tension qu'on écrit, mais il y a beaucoup de bienveillance chez Antoine. On vient encore de l'entendre, cet élan de fraternité qu'il exprime pour les Algériennes et les Algériens. C'est, je veux dire, il y a des choses qui pourraient fonctionner devant un public et pas devant l'autre, y compris dans la même société. Hein. Je dis pas que uniquement au Maghreb, il y a des choses qui passent pas. Même en France, il y a des choses que peut-être tu vas jouer devant certains publics, ils vont mal les prendre. Donc ça veut dire qu'il faut s'adapter. C'est tout le challenge de l'oralité. Après, c'est des choix. C'est-à-dire, on se dit, tant pis, tel sujet, on sait qu'il est grinçant, il y a des choses qui passent mal ou qui passent pas, et on y va et advienne que pourra. Moi, par rapport à la demande qui m'est faite, c'est-à-dire de se dire, l'idée c'est d'abord que Guillotine existe en Algérie et qu'il soit joué devant les Algériens, il m'a semblé qu'il était plus judicieux de choisir, tout en respectant la tonalité sur laquelle les choses sont dites dans certains passages, mais de choisir des choses qui soient un peu moins choquantes ou qui ne soient pas interprétées comme de la provocation gratuite. Donc là, par exemple, il y a un passage où je dis « Qaoud ». Qaoud en algérien, c'est un mot un peu vulgaire, mais pas aussi vulgaire que... Bon, je ne vais pas le dire. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas choquer. Qaoud, c'est un mot arabe littéraire, hein. D'accord. Oui, c'est ça. C'est vraiment voilà, de l'arabe littéraire. Et l'Algérien a prêté ce mot pour dire Roh Qaoud va te faire foutre. Ouais, non, va te faire foutre, mais vraiment le sens de le mot Roh Qaoud, ça revient vraiment à des milliers d'années par rapport à ce mot. Hein. Oui, absolument. C'est des textes anciens qui sont recyclés, effectivement. Mais c'est juste pour dire que cette effectivement histoire du compromis. Est-ce que c'est frustrant ça En fait, là, le patron, c'est Antoine. Moi, je suis en son service. Moi, personnellement, j'ai changé. Je veux dire, avant, j'étais dans une forme de radicalité. Et maintenant, par exemple, maintenant, je me suis surpris moi-même. Dans mes romans, par exemple, avant, j'utilisais... quand je crampe une scène avec des jeunes qui se bagarrent et qui vont balancer des mots extrêmement injurieux, j'utilisais une langue naturaliste de façon extrêmement crue. Et là, je me suis surpris à me censurer moi-même parce que j'ai trouvé que c'était contre-productif parce que il y a des gens qui m'ont rangé dans cette case. Oui, c'est-à-dire ils ont oublié tout le travail esthétisant que je fais. Ils ont classé Mustapha, c'est un écrivain vulgaire. Bon, ça m'a pas gêné plus que ça m'a pas blessé, mais juste qu'il passe aussi à côté. Il passe à côté de. C'est un raccourci fâcheux. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça.
On peut peut-être lire un autre extrait justement en réaction à ça, et notamment ces mots qui peuvent choquer ou pas. Oui, c'était ça, justement, qu'on aille vers un extrait où le personnage dit clairement les choses. Voilà, on va le voir, on va le comprendre en tout cas en français. Là, on est au cœur de la deuxième partie, donc qui est du coup cette recherche de langue dont on parle depuis tout à l'heure. J'ai choisi que ces barbares étaient en moi, qu'il fallait que je m'expie pour les tuer, que je me pisse dessus pour leur pisser dessus, que je me fasse vomir pour leur vomir dessus, que je me saigne pour les saigner, que je m'expie pour les tuer. Pas facile d'être un damné. Pas possible de faire un deuil. Le deuil n'existe pas, il est pour les amnésiques. Il ne faut pas oublier, ne pas faire autre chose que parler, crier, danser, écrire, pour ne pas que la pièce se rejoue. Pour ne pas avoir à la rejouer, il faut l'user. Alors je l'use. Monter sur scène et crier qu'il n'y a pas de futur. Déferler et dégorger, gronder, cracher l'écume de sang et de sperme de Minotaure qui sait mourir, qui est mourir, damné qu'il est. Obligé de partir en guerre, obligé de mourir 1000 fois, expérimenter encore et encore la résurrection, se nourrir des autres, leurs peurs, leurs angoisses, leurs incompréhensions, leur compassion, leur tristesse, leur colère, devenir cannibale des émotions, des sensations, les avaler sans les mâcher, pour ressentir quelque chose, pour trouver la matière première de cette muraille vitale qui doit entourer un cœur débordant de sang, un esprit débordant d'images, d'odeurs. C'est ici que s'estompe le souvenir pour laisser place à la fiction. C'est ici que se compose ce que je suis. Et va te faire foutre. Moi, j'ai rendu ça beau parce que franchement, toi, t'as fait les choses comme un salaud, enculé de petite merde, de trou du cul que tu es. Je mérite une mort un peu plus classe. اخترت انه هاد البرابيره كانوا فيا. كان لازم عليا نخلص باش نقتلهم، ونبول على روحي باش نبول عليهم، ونقي روحي باش نقي عليهم، ونجرح روحي باش نجرحهم، ونخلص باش نقتلهم. ماشي حاجة سهلة باش تكون ملعون، مستحيل تحزن ومن بعد تستنى، تتقبل الأمر من بعد حداد. هذوك اللي ما عندهمش ذاكرة ما لازمش تنسى، ما دير حتى حاجة أخرى من غير أنك تهدر، تعيط، تشطح، تكتب باش كاش مسرحية باش ما تجيش تلعب، باش ما تجيش تلعبها كان لازم تتعبها. إما لا راني نتعب فيها. الصعود فوق الخشبة والصراخ ما كاش مستقبل. تجتاح وتفرغ، تعيط، تبزق رغوة الدم والظن تاع المينوتور اللي يعرف يموت. هذا هو تجسيد لفعل الموت، وهو الكائن الملعون. مضطر باش يروح يحارب، يجرب مرارا وتكرارا وإعادة البعث والعودة في الحياة. يتغذى من الآخرين، خوفهم، قلقهم، هواجسهم، الأشياء اللي ما نفهموهاش، تعاطفهم، حزنهم، غضبهم، مصير متوحش للمشاعر، للأحاسيس. تبلعهم بلا ما تمضغهم باش تحس بهذا الشيء، باش تلقى المادة الأولية لهذا الحصن الحيوي اللي يحيط بقلب معمر بالدم ودماغ مليء بالصور بروائح. هنا تنتهي ذكريات تارك المكان للخيال. هنا سيتم تأليف من أنا. روح تقود. أنا رجعت هذا الشيء جميل على خاطرش بصراحة أنت تصرفت كوغد. إنسان ما يحشمش يا واحد الرخيص. نستاهل الموت شوية خير من هذه. Merci. C'est très beau. Mais alors j'ai une question, puisque ne comprenant pas l'arabe, et c'est intéressant parce que j'aurais des choses à dire, alors que je comprends pas la langue, je peux dire des choses sur l'interprétation, là, mais peut-être on pourrait en venir après. J'ai une question pour Mustapha. Comment tu as traduit enculé de petite merde de trou du cul que tu es en arabe alors? Donc ça j'ai traduit en même temps le mot almani. J'ai dit zint al-minotor. C'est le pur algérien. Non, justement, là par exemple pour le sperme, lui il a utilisé effectivement le mot algérien pur. Le pur algérien. Et moi j'ai mis almani parce que ça se comprend par tous les. Oui, par exemple. Mais ça aussi c'est des choses à trancher. Donc là tu as changé, tu as modifié. Sur place, j'ai même pas. J'étais en train de lire. Donc là on a un exemple en direct des changements qui peuvent se produire. Exactement. Merci pour ce direct, ce live. Pour ça, mais j'avais pas la traduction. Parce qu'il n'y a pas d'équivalent comme ça. Par exemple, quand je mets Haddarkhi, ça veut dire c'est en soi en fait une insulte. Mais elle est de moindre intensité que ça. Parce que si je dois aller vers les trucs de même niveau, la moitié de la salle va sortir. Oui, parce que ou alors il y aura Ahmed qui va recevoir des...
Mais oui, mais j'ai une question, moi. Du coup, est-ce que finalement jouer guillotine, c'est aussi prendre des risques? Enfin, jouer guillotine en Algérie, c'est prendre des risques. Non, mais juste que je te dis, parce que là Antoine n'a pas pris qu'un traducteur. Il a pris quelqu'un aussi qui connaît les codes de la société. Tout à fait. Ça, c'est ma responsabilité de traducteur. C'est-à-dire, parce que lui, il peut venir et dire je vais dire ça. Et moi, je lui explique sauf si tu vas jouer aux ateliers sauvages avec nos amis, comme bien sûr, là, ça passe. Mais si tu as l'ambition de jouer ça sur un théâtre, le théâtre lui-même, il va te dire d'enlever. C'est-à-dire, nous, parce que les théâtres, ils ont un droit de regard sur... voilà. On appelle ça un droit de regard très gentiment. Parce que ça, on pourrait dire autre chose, non? Non, c'est la censure. C'est la censure. Oui, on va en parler de la censure tout à l'heure. On en parlera. On laissera un petit chapitre. Mais ça fait partie des choses, justement, qu'on va revoir. Parce que nous là, c'est... moi, j'ai remis le texte. D'abord, c'est ma lecture, c'est ma traduction, je veux dire, mon approche de la traduction. C'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure, Antoine, je vais suggérer deux noms comme ça de traducteurs professionnels qui ont l'habitude des textes littéraires et tout, pour avoir un autre avis, et aussi même sur cette question, y compris avec nos amis algériens, c'est-à-dire de voir, par exemple, peut-être qu'une amie, comme Adila, par exemple, peut dire non, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais moi, déjà, honnêtement, l'équivalent exact mot par mot, j'ai eu du mal à trouver. Ça, c'est peut-être parce que je ne suis pas habitué peut-être à entendre autour de moi. Ou alors j'entends différemment comment les gens expriment leur colère ou comment ils s'insultent, mais c'est quelque chose, je veux dire, à ce stade, ce n'est pas définitif. Voilà. On a nos insultes aussi qui sont gore aussi. Hein. Ouais. Pour toi, en français, ça c'est gore, mais si on l'a traduit mot à mot, ça va pas donner vraiment peut-être le sens, mais si on l'a traduit à l'algérien, ça va vraiment donner le même sens. On est d'accord, parce que même nos insultes, elles sont vraiment d'une puissance linguistique. Oui, et imagée. Exactement. Donc on suppose que si vous prenez la responsabilité et de traduire guillotine et de jouer guillotine, c'est parce que c'est un texte qui peut trouver sa place en Algérie ? Absolument. Même si on a parlé du côté universel, international. Absolument, parce que c'est une violence universelle. La violence n'a pas de frontières. Mais malgré toutes les restrictions qu'on a mises là, parce qu'on a un petit peu dit qu'il y avait un vocabulaire qui était peut-être à ne pas employer, qu'il fallait pas choquer. En fait, ça c'était mon ressenti. Mais on n'est pas sur la version définitive du texte. Peut-être qu'on va trouver que non, finalement, ça passe très bien. Moi c'est juste... disons... Peut-être on trouvera des mots qui choquent gentiment. Oui, peut-être. Non, parce que ça, c'est vraiment... je pense que c'est la volonté du metteur en scène. C'est la volonté du metteur en scène. Parce que c'est... un metteur en scène et auteur. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut trancher. Et c'est vrai que moi sur le coup j'avais pas trouvé les mots tout de suite, mais c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. C'est pour cette deuxième lecture qui va nous amener aussi à revoir certains passages, à réécrire certains passages. On est là aussi pour ça à Aix-les-Bains. Du coup, quelque part, on va travailler sur le sous-texte plutôt que sur le texte lui-même pour trouver le sens qu'il y a derrière et savoir comment quelle forme il prend finalement. Mais Antoine, même Ahmed peut-être peut le confirmer. Déjà de ce qu'a lu Ahmed, la rage qu'il y avait... oui, on la sentait bien. S'il y avait un public algérien, il va la recevoir en plein gueule. Voilà. C'est-à-dire, moi j'ai gardé cette intensité. Justement, alors cette rage, justement, c'est le retour que j'allais faire sur cette lecture que j'ai pas compris. Enfin, je vois de quoi tu parles du coup, puisque je connais le texte en français, mais je comprends pas la langue. Tu venais de les lire. Hein. Et je venais voilà. Oui, mais je comprenais pas tes mots, quoi. Par contre, cette rage, oui, elle est là, mais comment on nuance ça et qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière? Parce qu'il n'y a pas que ça, et ça c'est très très important. Ouais. Et du coup, est-ce que la langue, en l'état de la traduction, permet
autre chose ou est-ce que c'est pas trop circonstancié rage et est-ce que ça permet d'ouvrir sur autre chose? Et ce sera des questions très concrètement de cet ordre-là qu'on va se poser. De mise en scène et de direction. Dans le texte, à part uniquement le passage où il y avait, c'est-à-dire j'ai utilisé 2 ou 3 disons mots un peu grands mots, mais tout le reste il est lié. C'est-à-dire si on reprend le mot à mot tout le passage. Après c'est vraiment ça, c'est des directions de mise en scène. Parce qu'à ce stade, c'est un peu prématuré. Puis c'est un travail vraiment très très fin à faire depuis le début avec l'acteur. Je pense que ça va se préciser après. Mais dans ce qui est du texte, le texte, il est fidèle à l'original. Tu confirmes, Ahmed? Non, je confirme. Mais j'ai raison de la confiance aveugle, alors. Moi, pour rebondir sur le public qui va être choqué, le public, il va mal peut-être interpréter certains mots vulgaires et tout ça. Moi, je pense que ces mots-là sont déjà ancrés dans notre quotidien. On les entend dans le théâtre de la rue. La rue, c'est un théâtre à ciel ouvert. Donc, ces mots-là, on les entend de plus en plus. C'est devenu un truc tellement banal d'entendre ça. Et au théâtre, ce qu'on va faire avec Guillotine, c'est qu'on va on va voir la beauté de ces mots dans une fresque, dans une œuvre théâtrale. Je pense qu'ils vont pas choquer parce qu'ils ont introduit dans un contexte théâtral et poétique. Moi, je pense qu'ils vont pas... Il n'y a pas que ces mots-là. Il y a tout un contexte. Il y a tout un contexte, exactement. Donc, en fait... Moi, je pense que le personnage de donc Guillotine... il ne faut pas avoir peur de ça. Non, pas du tout. Moi, je pense que je vais représenter les femmes comme les hommes, comme les enfants qui subissent de toutes ces agressions et toute cette violence quotidienne parfois. Donc, je pense que même les femmes, elles vont s'identifier dans ce personnage et je pense que ça va être comme un... Enfin, il y a un artiste qui dit ces mots, il les dit d'une manière franche, directe. Ça peut être libérateur aussi. Exactement ça. Et moi, je prends toute cette responsabilité de représenter cette tranche de personnes et dire vraiment les mots exacts à ces agresseurs-là, à ces vermines-là. Donc c'est une forme de catharsis aussi. Oui, c'est une forme de catharsis. Et du coup, on a vu les différentes qualités qu'il fallait pour traduire. Et il y en a d'autres pour jouer. Mais j'ai envie de vous demander à tous les deux, dans vos rôles respectifs, quels sont les défauts qu'il faut avoir pour jouer Guillotine et quels sont les défauts qu'il faut avoir pour traduire Guillotine. Waouh. Commence par... commence. Ah, c'est une colle. Quelle question. En fait, c'est... j'allais dire ne pas être très très pointilleux. C'est-à-dire, voilà, parce que l'un des gros challenges, c'est la tentation du mot à mot. Et ne pas être pointilleux, ça veut dire laisser couler le premier jet et revenir dessus. C'est la partie que j'ai prise. C'est-à-dire, je sais que si, par exemple, on prend ce paragraphe, et d'ailleurs, ça serait un exercice intéressant, si en arabe, on le met sur Google Trad, on va voir déjà, c'est comme un révélateur en photo, on va voir déjà, même si ça ne sera pas les mots de Guillotine, parce que là, Google Trad, il est aléatoire, mais déjà, il va nous montrer est-ce que les principaux mots-clés, ils sont là, le sens est là, etc. Et après, on va affiner. Mais si, par exemple, pour chaque mot, je vais prendre 1 heure, alors que d'intuition comme ça, de par mon usage de la langue, moi, on parle de la langue, je me dis tout de suite, non, je pense que c'est ces mots. Mais c'est pour ça, j'appelle ça, pour te répondre, j'ai mis ça dans le cas défaut, c'est-à-dire ne pas être pointilleux, parce que moi, je suis plutôt méticuleux sur les mots. Mais il me fallait une certaine dose de voilà. Il faut, aller contre soi-même. Oui, aller contre soi-même, c'est-à-dire fais pour l'instant confiance à ce mot, et après on va revenir dessus. Parce que en même temps, il fallait pas aussi que je fasse attendre plus que ça. Antoine, il a été très patient, et je te remercie, Antoine, pour ta patience aussi. C'est toi qui es très patient pour les retours, pour le rythme de production de ce spectacle. Vraiment, merci à toi. Ahmed, répète juste la question pour que... Quel défaut faut-il avoir pour jouer Guillotine ? Et on ne dit pas la folie. C'est trop facile. Ah, le défaut. Ou des défauts.
qu'un comédien doit posséder pour jouer Guillotine. Moi, j'ai une réponse pour toi, déjà. Je pense qu'il y a une forme d'inconscience. Parce que c'est un tel défi voilà. Et c'est vraiment, tu vas j'allais être vulgaire, j'ai pas d'autres mots qui viennent, mais tu vas en chier. Hein. Je te préviens, tu vas en chier. En fait, cette inconscience, je pense que oui, peut-être c'est un défaut, mais en même temps, c'est une qualité pour moi. Parce que j'ai bossé sur pas mal de projets où j'étais pas conscient à cette époque de l'ampleur de cette... et le poids de ce projet-là, c'est vraiment quelques années après, je me suis dit, mais j'étais vraiment inconscient de faire ça. Hein. Genre, si j'étais conscient que le projet, j'aurais pas... Et c'est bien de ne pas être conscient. En fait, hier, quand j'ai vu les enfants jouer le texte de Mustapha et la mise en scène de Antoine, j'étais comme ça, je me suis dit, waouh, si des enfants ont pu jouer tel texte et telle mise en scène, je me suis dit, peut-être moi, ça va être un challenge pour moi de le faire et de prouver que... il faut se sentir plus fort. Exactement. Mais donc, tu es très modeste. Non, mais non. Mais vraiment, je le dis sincèrement, je me dis, oui, c'est vrai, je suis inconscient, mais quand je reçois un texte comme ça et j'étais en train de lire, je me suis dit, mais comment je vais dire ça ? Et peut-être un autre défaut, c'est que je ne maîtrise pas vraiment la langue arabe pertinemment. C'est un aveu. Donc je veux peut-être employer plus de mots algériens à la place d'autres mots, mais ça va être vraiment le même sens. Je pense que ça va être ça. Mais je sais qu'on va se battre un petit peu, moi et Mustapha, pour que j'impose ma vision sur le texte. Mais après, tu es seul sur scène, donc tu fais ce que tu veux. Vous êtes à mon service. Hein. Voilà. Non, en fait, il y a quelque chose de très simple. Vraiment, je dis aussi à Antoine, en fait, c'est très simple. Si vous avez une proposition d'aller jouer ce texte, supposons, il y a l'Institut français d'Alexandrie, vous dit allez, venez jouer Guillotine. Vous avez un public égyptien. Ouais. Donc ça veut dire, par exemple, que tu le parles. Mais là, il joue devant l'Algérien et il dit, par exemple, pour Sperme du Minotaure, tu vas dire Zan Ta'al Minotaure. Mais Halib el Munatour. Oui, mais tu es devant l'Égyptien, tu vas mettre le mot arabe, c'est-à-dire tu vas le changer pour le mot que vont comprendre les Égyptiens. Voilà. Mais tu sais qu'Antoine, il veut... C'est cette élasticité. Oui. Et c'est une particularité de la langue arabe. Cette flexibilité qu'il y a aussi dans le théâtre. Le théâtre, il permet ça. Le spectacle vivant, il permet ça. Parlons de l'inconscience. Je vous raconte juste une anecdote. C'est que, voilà, oui, parce que ça fait partie de tout ça. Avec Leïla Touché, on a monté une pièce de théâtre de rue en 2019. Un truc comme ça. J'ai les dates. Voilà. Et on l'a monté en français. Oui. On l'a monté en français. Oui. Attends, on l'a monté en français. On a fait l'avant-première avant de partir à Aurillac. On l'a fait dans une placette comme ça à Bab el Oued. C'est un quartier populaire, c'est mon quartier. D'Alger. D'Alger. Il y avait beaucoup de monde et tout ça. On commence à appeler les gens de venir et nous écouter et de nous voir jouer. Sachant que le public, c'était un public jeune et tout ça, des jeunes des quartiers, c'est pas vraiment des francophones, c'est pas... On commence à parler, on commence à dire la pièce, ça je le sais pas Mustapha, on commence à dire la pièce en français. Et d'un seul coup, j'ai dit les 3 premiers mots en français, d'un seul coup tu vois une vingtaine de personnes qui disent parle en arabe, allez parle en arabe, on n'est pas en français ici. Et je marque une pause comme ça, je regarde Leïla me regarde, elle m'a fait ça. Je sais pas. On peut l'écrire parce qu'on est à la radio, donc personne ne... Tu sais que j'ai commencé à traduire sur place en arabe. Je vous le jure, en live, j'ai commenccommencé à traduire en derja, du coup. La pièce en darija. Oh là là. Mais j'ai commencé les premières, je les ai accrochées avec le darija et boum, je switch vers le français parce que je pouvais pas tenir toute une vingtaine de minutes à traduire et à jouer en même temps. Hein. Et après, quand je suis parti à Aurillac, on a joué la pièce. Et t'as 2-3 en derja, et ils t'ont dit on parle français, on est en France ici. On a joué en français. Écoute-moi, on a joué en français, on a chanté en berbère vers la fin. Et pourquoi t'as 2-3 personnes qui sont venues vers nous, nous a dit mais vous auriez dû la jouer en algérien, hein, ça aurait été plus. Décidément. Donc la langue, pour moi c'est juste un outil. Hein. Vraiment, c'est l'émotion qu'il faut vraiment transmettre, comme la musique. Hein.
J'ai un copain qui vit en France, avec son fils. Chaque année, il vient en Algérie, et donc un été, il vient en vacances en Algérie. Et il dit à son fils, ici, t'as intérêt à bien parler. Il parle bien la France, hein. Ici, tu es en Algérie, t'es pas en France. Genre. Tu vois. Ouais. On comprend pourquoi Ahmed va jouer Guillotine avec une telle expérience et une telle présence d'esprit. Et comment retourner le public, ça y est, c'est fait. Ouais. Voilà. Donc on va peut-être passer maintenant aux différentes phases du projet, comment il se met en place, depuis quand il est mis en œuvre. Donc dans les grandes lignes, un projet comme celui-là, ça se passe comment ? De la naissance de l'idée, on va jouer Guillotine en Algérie, au passage à l'acte, et avec qui ? Alors, ça se passe comment Alors, je peux poser d'autres questions. Oui, avec quelle équipe, qui fait quoi, Ah oui, d'accord. Où en est le projet, quelles en sont les prochaines étapes. Alors, au moment de la diffusion, je sais pas où ça en sera, mais c'est vrai que, comme on l'a dit, il y a la volonté de travail avec Mamed, il y a cette volonté de travail avec Mustapha depuis les premières rencontres, et Guillotine s'est imposée entre nous et dans ces volontés-là, et du coup, ça crée une sorte de quatuor entre Guillotine et nous trois, pour nous réunir autour. Mais production, diffusion... Donc la production sera a priori portée par la compagnie Caravelle dans un premier temps. Après, on a des interlocuteurs privilégiés, qui est notamment l'Institut français d'Algérie. Mais est-ce que c'est facile en ce moment ? C'est là-dessus que tu veux nous emmener. Non, pas du tout. Non, mais non, évidemment, c'est pas facile dans le sens où c'est très compliqué pour un Français aujourd'hui d'avoir un visa pour venir en Algérie, et inversement, on a de la chance du coup avec Mustapha et Ahmed d'avoir des privilégiés, des Algériens privilégiés qui ont un visa, qui peuvent se faire tamponner par la France. Les freins qu'il y a en ce ça c'est un premier frein très concret, parce que le fait de pas pouvoir aller là-bas, de pas pouvoir se voir, il y a quand même une Méditerranée qui fait quelques kilomètres entre nous, et c'est clair que c'est un premier frein. C'est pas très loin, mais il faut quand même il y a des frontières, comme on disait tout à l'heure, il faut des passeports de la bonne couleur pour être d'un côté ou de l'autre, et ça complique la chose, et ça complique, je pense, aussi la chose dans la composition de l'équipe. C'est-à-dire que on peut pas, c'est compliqué pour moi d'emmener une partie d'une équipe française en Algérie, et c'est compliqué de faire venir en France une équipe algérienne. Donc comment, dans la réflexion de la composition de cette équipe, comment est-ce qu'on c'est un des éléments qui est à prendre en compte. Après, on a quand même l'avantage avec l'Institut français d'Algérie et de la direction actuelle, en la personne de Cécile Renaud, pour pas la citer, mais qui est une très grande éclairée sur la chose, le soft power culturel, la chose culturelle diplomatique, de par son expérience, de par son expertise là-dedans. Elle connaît très bien l'Algérie, donc on arrive à rester en dialogue avec l'Institut français et les instituts français, parce qu'il y a la direction nationale, et puis après il y a 6 ou 7 antennes, je sais plus, 6 antennes, dont une à Alger évidemment, mais il y a aussi Oran, Tlemcen, Annaba, Constantine, et j'en oubliais une là, mais voilà. Donc on est en dialogue avec eux, et ça c'est quelque chose d'important. On est en dialogue aussi avec des acteurs algériens. Notre objectif, c'est clairement de créer une coproduction, une coopération entre la France et l'Algérie pour créer ce spectacle, et qu'il y ait mais ça serait quoi, un engagement. Ces acteurs algériens, pour faire quoi? Les acteurs, je dirais, institutions algériennes, dans le sens institution algérienne qu'on essaye de mobiliser autour de ce projet, de cette création, à la fois dans la coproduction, dans l'accueil de résidences, dans la diffusion, etc. C'est sûr que la situation actuelle est compliquée, c'est sûr que la situation, on peut le dire aussi, culturelle et artistique, de la scène culturelle et artistique en Algérie est loin d'être évidente aussi. En France, elle est en pleine mutation. On crée ça dans un monde, disons, instable, de part et d'autre de la Méditerranée, parce que j'aime quand même rappeler que nous, Français, on n'a pas spécialement de leçons à donner à qui que ce soit. Et Guillotine, l'idéal, ce serait que la pièce se joue où et quand?
se joue en Algérie, dans tous les théâtres algériens régionaux, le Théâtre National d'Alger, dans le réseau de l'Institut français, pourquoi pas dans les théâtres privés qui commencent à renaître de cendres bien lointaines, qui ont plus d'une trentaine d'années maintenant. Il y en a un, comment il s'appelle, La Fourmi à Oran. Il y en a un à Alger aussi, je sais plus son nom. Le Casino. Voilà, le Casino c'est privé, non? C'est public. C'est la ville d'Alger. Bon, il y a plusieurs lieux qui sont identifiés, mais peut-être que vous pouvez en parler un peu plus. En fait, les lieux culturels et de rencontres culturelles, de diffusion auprès de public culturel en Algérie sont plus ouverts en fait depuis les années 90. Il y en a très peu qui ont rouvert depuis cette période-là. Donc il y a des choses qui commencent à renaître, beaucoup par initiative privée, parfois par volonté politique pour X ou Y raison, mais voilà, faut aussi composer avec cette situation-là, et qui est très concrète, c'est qu'il n'y a pas d'espace pour se rencontrer en Algérie, parce que ça a été fermé à dessein. C'est l'idée d'atomiser ces barrières insupportables qui cloisonnent dans un entre-soi. C'est cette idée-là. C'est clair que de fait, dans la démarche du théâtre, c'est une démarche collective, à la fois dans l'entreprise de création, mais aussi dans la diffusion et la vie de cette création après auprès de public, et de public que nous on cherche évidemment le plus varié possible, que ce soit plus varié de milieu social, que ce soit varié dans la nationalité, les cultures, etc. Mais je pense que si on arrive à développer comme on le fait en France avec les créations de la compagnie qui sont au répertoire de la compagnie, si on arrive à développer des projets d'éducation artistique et culturelle ou d'éducation aux médias et à l'information autour de la création de Guillotine en Algérie, et en algérien, en derja, en arabe, voilà, dont on parle depuis tout à l'heure, ce serait, voilà, c'est une volonté. Je ne sais pas encore comment on va le faire, comment ça va se construire. Pour le moment, moi, j'ai la volonté d'arriver à garder ce dialogue entre voilà, des acteurs du Théâtre National d'Alger, entre les instituts français et d'autres participants possibles. Ahmed et Mustapha, vous êtes tous les deux des artistes engagés, exigeants. Mustapha, tu l'as évoqué tout à l'heure, la censure est quand même ici et tes textes ne sont pas forcément joués en Algérie. Mais comment on fait pour que d'autres auteurs, et ici on a l'exemple d'Antoine, et non-algériens puissent trouver une place? En fait, on tâtonne. Il faut avoir d'abord l'audace, comme l'a Antoine, d'aller frapper à toutes les portes, parce que j'étais témoin d'une situation où c'est lui qui m'a... Raconte l'histoire, parce qu'elle est quand même cocasse. Nous étions attablés dans un café au Tantanville, qui est un café mythique d'Alger, pas loin vraiment en contrebas de la Casbah d'Alger, donc on est sur le Square Port Saïd, et c'est là que se trouve la scène nationale par excellence, donc le siège du Théâtre National Algérien. Et on parlait justement de ce qui a... voilà, quelle possibilité de partenariat pourrait se tisser autour de Guillotine, et donc il y avait ce théâtre qui était là, et puis en fait on n'avait ni rendez-vous ni rien, mais c'était parce que Antoine il avait cet esprit, moi qui de moi-même je ne serais pas honnêtement, de moi-même je n'aurais pas franchi le Rubicon, comme on dit, et donc Antoine a eu cette idée d'aller solliciter le TNA. Et je l'ai accompagné, et on a été reçus par une dame Nabila. Absolument, Nabila, et qui nous a fait un très très bel accueil, en nous indiquant qu'il suffisait de faire un courrier, d'expliquer le projet à la direction du théâtre, et qu'elle verrait ce qu'elle pourrait faire. Et on a eu une longue visite, elle nous a fait visiter les coulisses, effectivement, du théâtre, y compris juste en poussant la porte, quoi. Oui, c'est ça, absolument. Donc elle nous a gratifié vraiment d'une visite de tous les recoins et les compartiments du théâtre, et c'était un moment emblématique de ce qui pourrait se faire pour peu qu'il y ait un tout petit peu d'audace, un petit peu d'ouverture. Et je pense que des personnes de bonne volonté existent partout. Et il suffit juste peut-être de pousser une porte et de solliciter. Tant que derrière la porte, on arrive à donner... En fait, notre ambition et notre objectif, si on arrive à faire comprendre que ça donne du sens
à la personne qu'on a en face et au partenaire avec lequel on va travailler, on a tout gagné. Et en fait, comment est-ce qu'on réunit des institutions algériennes, des institutions françaises, internationales, des acteurs, des hommes et femmes qui travaillent autour de ce projet, autour d'un sens qui devient un sens commun, voilà le cœur de notre métier. En fait, de par l'aventure de cette création, on écrit un narratif qui abolit les frontières, justement, et qui atomise les barrières, etc., de par le fait que ça existe. On va employer l'expression, c'est un acte politique. Clairement, oui, c'est clairement... c'est de part et d'autre. Éminemment politique. Et justement... Et ça fait peur ? Ça fait peur. C'est intrinsèque, je crois. Non, je pense pas que ça fait peur. Il faut juste avoir juste le courage et aller vers eux et ne pas trop... ne pas créer une barrière mentale et dire non, ils vont pas accepter, non, tu vois. Donc moi je pense qu'il faut vraiment aller vers eux, leur expliquer et vraiment employer les mots exacts. Voilà. Mais parce que juste pour finir, parce que qui écrit ce narratif, c'est les médias, c'est les politiques, et le contre-pouvoir à ça, les réseaux sociaux, mais le contre-pouvoir à ça, c'est nous artistes, nous créateurs qui écrivons ce narratif-là. Donc on a quand même cette responsabilité du narratif qu'on écrit, et c'est en ça que c'est évidemment politique de discuter encore aujourd'hui, d'avoir l'audace d'inviter 2 Algériens dans cette cabane à Aix-les-Bains aujourd'hui et de se lancer dans cette aventure de construction de ce projet. Moi, je suis sûr et certain, si la prochaine fois quand je descends à Alger, je vais bouger mon carnet d'adresses, que ce soit les acteurs privés, les entreprises privées, pour leur présenter aussi le projet. C'est une des démarches que je dois faire. Mais même Antoine, quand il viendra à Alger, certainement, on va rencontrer, que ce soit le ministre de la Culture, que ce soit les gens qui sont vraiment peut-être haut placés, peut-être pour discuter et pouvoir trouver une solution pour mettre en scène ces œuvres et tout ça. Donc on ne sait pas encore si c'est Oredo présente Guillotine, Oredo c'est le SFR de là-bas, ou si ce sera le ministère de la Culture algérienne présente Guillotine, bon on verra, mais en tout cas ça existera d'une manière ou d'une autre. Donc Guillotine ou les théâtres engagés sur tous les fronts. En tout cas en cohérence, donc oui sur tous les fronts de fait. Mais voilà. Quelques questions, Mustapha, et on va rapidement, donc je reprends ma question. Mustapha, qu'est-ce que l'auteur attend d'un texte comme Guillotine dans ses effets sur le spectateur ? En fait, est-ce qu'on attend quelque chose ? Ça, je pense que le plus à même d'y répondre, c'est l'auteur principal. moi, je suis juste le reflet algérien, la déclinaison algérienne. Non, mais en tant que reflet, alors. Non, mais je pourrais répondre de manière générale en tant qu'auteur, pas par mes textes. Personnellement, honnêtement... justement, est-ce qu'on attend le même effet que pour ces textes ? Est-ce qu'on a réfléchi à ça ? Est-ce que tu as réfléchi à ça ou pas ? Parce que quand on s'engage dans une traduction comme ça, qu'on se dit que ça va être joué en Algérie, il y a bien quelque chose derrière, non ? Moi, personnellement, je trouve que... je dirais que c'est de l'ordre... Du méta-théâtre, dans la mesure où c'est un peu ça interroge finalement le théâtre par rapport à des problématiques de société et comment pour moi c'est d'ailleurs le sens fort du mot engagement. C'est pas forcément d'avoir explicitement un discours politique, c'est pas ça du tout. Pour moi c'est d'abord le théâtre qui ne va pas tourner le dos à des problèmes que rencontre la société, seulement avec cette précision que nous ne prescrivons pas, en tout cas pour ma part, c'est ce que je précise, je ne prescris pas de solution, mais j'amène juste à une mise en parole, voilà, c'est-à-dire une proposition. Je dirais même peut-être oui, voilà, exactement. À une espèce de fait miroir. On propose, le public dispose. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est d'abord rien que dans le fait d'en parler,
il y a un effet miroir. C'est-à-dire, les gens vont regarder en face. C'est l'exemple que tu disais tout à l'heure, que tu donnais. Peut-être auquel les gens se reconnaissent. Voilà, que les gens, effectivement, parce que c'est. Bon, il y a un très grand débat avec Brecht et compagnie sur l'histoire de l'identification, sur la question de la distance critique, mais on est toujours confronté à cette histoire de quelle distance on doit avoir avec le spectacle. Est-ce qu'on doit embrasser le spectacle? Est-ce qu'on sortir de la salle, on jette son ticket, on jette le programme et on oublie? Est-ce que quelque chose qui persiste? Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. Par contre, je sais une chose, c'est que quand un spectacle est bien fait, et c'est le cas de travail d'Antoine, que ce soit sur le texte ou sur la mise en scène, c'est quelque chose, tu peux me croire, et tu en es témoin, puisque tu connais très bien son travail, qui va longtemps continuer à faire son effet. Et en plus, avec un acteur comme Ahmed, moi je ne fais aucun souci par rapport à la réception de ce spectacle. Et Ahmed, qu'est-ce que le comédien attend de cette expérience ? Je sais pas. Moi, j'arrête d'attendre. Qu'est-ce que j'attends ? Mais c'est bien de ne pas attendre. Ouais. On laisse les choses venir. Exactement ça. C'est que. Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Qu'est-ce que le comédien attend de Guillotine, c'est ça ? De nous émouvoir, et tu le fais très bien. Voilà. Non, parce que c'est une claque de voir Ahmed sur scène, et je sais pas encore. La magie va encore. Mais ça, moi aussi, j'attends. Ce sont les questions pièges d'une fin d'émission. Moi, je suis aussi impatient de savoir qu'est-ce que ce texte va faire de moi. Comment mes petits muscles vont interpréter. Oui, mais ils vont devenir plus gros depuis. En fait, j'attends vraiment que je me muscle côté jeu, côté émotion avec Antoine, parce que j'ai hâte qu'il me met en scène, parce que c'est depuis le temps qu'on y travaille, depuis le temps que je connais son travail, tout ça. Donc là vraiment, c'est le moment du travail, c'est le moment d'aller vers. Il faut pas trop qu'on se pose trop de questions. J'ai pas envie de me poser trop de questions. J'ai envie d'avoir des réponses en travaillant le texte. Et Antoine, du coup, de ton côté, tu metteur en scène. Oui, je ne sais pas si j'attends quelque chose. En tout cas, je peux dire deux choses. C'est que le fait, écrire ou mettre en scène, pour moi, ou même jouer, c'est une proposition, pour revenir sur ce que tu disais, Mustapha, une proposition de mise en mouvement, de pensée et d'émotion, mais qui sont intimement liées. Enfin, les deux sont pas séparables, pensée et émotion. Mais c'est cette proposition de mise en mouvement qui est là. Bon, bah voilà. Ce que j'attends, c'est que cette proposition de mise en mouvement, elle puisse exister en Algérie, je dirais quelque chose comme ça, quoi. Et puis je veux dire que un peu en étant profiteur comme je le suis, à chaque fois, très souvent quand je parle de Mustapha autour de moi, les gens disent mais tu connais personnellement Mustapha Benfodil? Je dis bah oui, c'est un ami. Dis-t-on de la chance, voilà. Et pareil pour Ahmed, c'est très très pénible de se balader dans la rue en Algérie avec Ahmed, parce qu'il a arrêté tous les 15 mètres pour que les gens lui demandent un autographe, une photo, etc. Donc du coup, je veux dire, il y a de la solidité de cette équipe aussi derrière qui donne des chances à l'existence de ce projet, et qui est quand même très très important. On n'a quand même pas n'importe qui dans ce studio aujourd'hui. Merci beaucoup. On a bien compris. On dire autant de toi, parce que nous sommes, en tout cas, je peux le dire vraiment avec beaucoup de sincérité, extrêmement chanceux d'être dans cette aventure. Et quelle chance pour moi aussi d'interpréter pour mon premier seul en scène un texte tel que celui d'Antoine, et la traduction de réinterprétation aussi de Mustapha Benfodil. Donc quelle chance. Très très chanceux. J'espère que je serai en vie d'ici là. Vous voyez à quel point je suis chanceux qu'ils aient accepté. Mais j'aimerais juste peut-être mettre aussi quelque chose dans le pack, c'est de se dire, enfin ça je pense sous le contrôle d'Antoine, si par exemple Antoine, il y a une suggestion pour faire quelque chose en termes de formation. Est-ce que pour toi c'est envisageable? Ah bah oui, de profiter par exemple, enfin je dis ça en toute humilité, ça ne veut pas dire que moi j'ai des choses à apprendre aux autres, mais si par exemple des élèves, comme ça se fait ici, comme des gens du métier voudraient qu'on ait un échange, comment mettre la violence sur scène, comment parler de ces questions-là, comment on écrit en langue arabe, comment mettre la violence sur scène sans que le comédien se fasse mal, se mette en danger. Oui, exactement. Dire la violence au théâtre. Nous sommes justement, comme tu dis, des gens de métier, parce que cette question, elle est fondamentale, dans la mesure où moi-même je le vis tous les jours.
il y a une demande sur la formation. Oui, puis cette question de transmission et de partage, c'est intrinsèque, et moi je la vois comme dans l'essence de nos métiers. Donc oui, évidemment que, et je peux même te dire que c'est dans le modèle économique, notamment, et les discussions qu'il y a avec le Théâtre National, avec l'Institut français, il y a ces idées de masterclass, donc on réserve, de stage, il y aura de formation, un masterclass etc. avec Antoine Guillot et une avec Moustapha Benfodi. Exactement. Et une avec Ahmed Zitouni. Oui. Ahmed, je vais te lancer un petit défi. Oh lolo. Est-ce que tu as une idée là en live de trame pour la première partie? Alors Antoine peut être jaloux parce qu'il a peut-être. Est-ce que tu as peur qu'il soit meilleur que toi? Non, ça je se pense joue pas pas. que tu vais mettre meilleur que lui. Non, mais ça se joue pas dans ces termes-là. Ouais. Moi, tout mon travail, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Ahmed fasse sienne toute cette matière. Voilà. Après, en fait, ce sera pas le même spectacle, même si on part de la même matière. Sachant que j'en ai aucune idée de ce qui s'est passé avant. Hein. J'ai pas vu la pièce, j'ai pas vu Guillotine jouée par Antoine. Hein, et il a refusé de me montrer. Oui. Et moi aussi, je voulais pas le voir. Hein. Il vaut mieux, je pense. Oui. Ça peut Non, mais c'est impressionner. vrai. Moi, non, c'est pas pour ça, mais c'est pour pas se laisser contaminer quelque part. Il faut avoir sa propre proposition. Entièrement, On est bien d'accord. Ouais. Donc une idée, la première partie, il y a une trame dans laquelle le personnage... Le texte t'as la traduction de la première partie, les notes de la première partie. Ah oui, ça. Ça, tu peux nous improviser. C'est une façon de se préparer au texte et au plateau. Donc on a un personnage qui... D'où tu me sors, Isabelle? Là, c'est un vrai défi. Oui, Voilà. Oui, c'est vrai. C'est pas très sympathique de ma part. C'est dur, musclé, c'est quoi. difficile. Ouais. Ah, oui. Le tout début. On va voir si tu acceptes de jouer le jeu. Donc c'est suite à la didascalie, là, pour te donner un peu de temps, je peux commenter ce que tu es en train de lire. Oui, j'avais suite commencé, à la j'ai pas didascalie terminé. qu'on a lu de tout à l'heure, Oui. qui ouvre l'écriture sur le premier tableau. Donc tu veux dire, j'improvise? Oui. C'est là? Oui. Non, pas. C'est là. Enfin, je dis oui, mais... C'est là. Après, là, si je dis pas de bêtises, mon souvenir, donc le premier, c'est face à l'hôpital. Oui. On est à l'hôpital aussi. C'est Mais ça. voilà, c'est raconté, c'est le récit Là, de cette agression, c'est le point de départ de toute cette histoire. Voilà, ouais. Et c'est dans cette idée de parole directe au public, sans artifice, comme si on brouille les pistes entre fiction et réalité. On ne sait pas trop si le spectacle a commencé Mais ou pas. quand à Babelwed, on a improvisé comme tu l'as fait, tout est possible. Je sais pas. Qu'est-ce que ça va sortir, mais... عندها عامين كان عندي 27 سنة 27 سنة مازالني صغير ونشوف الدنيا ونشوف لافونير تاعي قدامي هاد لافونير اللي كنت حاط فيه بزاف امال وكنت حاط فيه بزاف عفايس ملاح راح نديرهم مرة واحدة لقيت روحي في السبيطار مشلول معوق ماشي قادر نمشي ماشي قادر الجسم تاعي كامل مشلول في بلاصتو على باليش وين راني ميم الجسم تاعي ما على بالوش وين راهو هاد البلاصه ما يعرفهاش جامي يدخل ليها الحركه الاولى اللي يقدر يديرها هو رفد صبعه الفوق هكذا هذه علامة الانتصار الأول كي خيطوا لي راسي كي شغل لصق واحد الحيط هكذايا كي شغل لصق واحد الحيط مكسر C'est tout, hein. Je peux pas improviser plus que ça. Ce qui est fou, c'est que cette émission devient un spectacle aussi. Ouais, on aurait dû lâcher. Chacun son mais tour. après, j'ai rajouté quelques petits mots comme ça, mais je très sais bien. pas, on en parlera plus tard. Moustapha, est-ce que tu pourrais nous lire un court extrait d'un passage que tu as particulièrement apprécié, et en arabe, puisque tu es quand même le traducteur, on te laisse aussi la parole en arabe. En fait, j'ai tout aimé, du coup... Mais peut-être la fin, la dernière partie, le dernier paragraphe. Oui, c'est vrai. Du 5e tableau, donc pour tableau que l'on traduit, scène en arabe. Tableau que l'on traduit, voilà. Je connais pas le mot en arabe, mais...
Ah oui, ça c'est toi. Vas-y, tu peux le lire. خيرت باش نحكي ونسمع صوتي ونحكي هذه القصة لخاطر تحكي كل القصص. عجبك الحل ولا ما عجبكش؟ أعطيتوني رغبة باش نعيش كل قرصان، باش نتحداكم في مبارزة قاتلة من أجل عملية قتل أخرى. هكذا أنا ثمرة أعمالكم، وراني رايح نتقياكم من فمي ومن معائي. وروحوا تقودوا تبا لكم ونبول عليكم أيها الإرهابيون توعي. جميع الإرهابيون قودوا كلكم إلى الجحيم. تبول العالم، اللعنة على هذا العالم، نبول عليهم. نعم، حقيرون قتلة. ما نقدرش نفعل شيء آخر من غير أني اقتلعك من نفسك، أصرخ عليك، نعيط عليك بكل قواي، أصرخ في أذنيك حتى تصبح أخرس وتعس وتنكسر غدا وتنحني تحت ثقل كل المشاعر الإنسانية اللي ما راكش حاب أنها تكون فيك. وأنا وإلا شخص آخر سوف نطلق النار على رجليك عاجلا أم آجلا. ما رانيش حاب نعيش في هذا العالم. Je ne veux pas vivre dans ce monde-là. Oui, voilà. Merci. Guillotine et l'Algérie, le pari improbable mais auquel on tient. Merci Mustapha. Merci à toi Isabelle. Merci. Pour cet échange extrêmement intense et fructueux. Merci Ahmed. Merci à toi Isabelle. Et merci Antoine. Merci à toi Isabelle.